I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. It's me, Mario! Hello, it's me, Mario. Et bienvenue dans ce 28e épisode de The Cinema Show, votre rendez-vous 100% cinéma et 100% déguisement sur Radio Campus Montpellier. Avec cette semaine un épisode un peu spécial. En effet, vous l'aurez vu peut-être entendu sur nos ondes 102.2 FM ou vu sur notre chaîne Twitch, mais vu le programme de la semaine, mes chroniqueurs et moi-même avons décidé de rendre hommage à une licence majeure du jeu vidéo, Tomb Raider. Oui, non, évidemment, cette semaine, c'est une spéciale Mario, alors préparez vos carapaces, enfilez votre salopette, taillez votre moustache et mettez le contact sur votre cabriolet, parce que cette semaine, on fonce tout droit vers le royaume champignon avec escale dans la galaxie des jardins venteux. Et puisque je vous parle de mes chroniqueurs, autant vous les présenter, 4 grands fans de la licence Mario qui ont tous joué le jeu du costume un peu gaze cette semaine, et que je remercie donc de m'avoir évité de me taper la honte tout seul dans ce studio. Pour commencer ce tour de table, il est la monture rêvée de tout plombier moustachu qui se respecte avec sa petite carapace ronde et sa grande queue toute verte. Sa longue langue rouge et élastique ravira petits et grands lors de toutes vos meilleures soirées. Je veux bien sûr parler de Jules, notre Yoshi. Comment ça va, Jules ? Yoshi. ça sera ma seule imitation ce soir. C'est qui ton main sur Mario Kart ? Hein ? Ton main sur Mario Kart ? C'était... Bordeaux. Voilà. Ok. On continue avec un aventurier intrépide et adorable qui n'a peur de rien pour protéger le royaume champignon. Son dévouement pour sa dirigeante est absolument sans égal. Toad, alias Maxime, comment vas-tu ? C'est quoi ton champignon préféré ? Oh waouh, bonne question. Le LSD, j'irais. Ouais, pour porter ce costume premier degré peut-être, ouais. Mais sinon, on s'en fout. Par contre, mon main sur Mario Kart, je m'en fous. Tous les jours, d'accord, c'est Mascas Vert. Notre troisième chroniqueur est connu comme un dirigeant implacable menant les royaumes des Koopas d'une main de fer avec son souffle ardent et sa maîtrise de la hache. Mais sous cette carapace à épines se gâche en réalité un sentimental et un grand mélomane. Merci d'accueillir Sa Majesté Bowser, alias Lucas. Comment ça va ? Ça va. Certains diront que je suis un dictateur, d'autres diront que je suis quelqu'un d'attentionné. D'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir qui est ton méchant préféré dans Mario ? Mon méchant préféré dans Mario ? Je pense que c'est un singe. Ok, d'accord. Tout ce qui est singe. Ou Kiki d'ailleurs. Kiki est un super méchant, aurait dû être le personnage principal de ce nouveau film. Ok. Et pour terminer ce tour de table, une créature surprenante et inattendue qui peut lancer des œufs avec son nez ou vous bassiner avec Schopenhauer, Birdo, plus connu sous le nom de Naomi. Comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est quoi ta couleur de Yoshi préférée ? Mais c'est quoi cette question ? J'en sais rien. Non, je sais pas. Je vais juste dire que Harmonie, c'est ma femme. Voilà. Ok. D'accord, ça n'a rien à voir du coup. Oui, mais j'avais envie de dire ça. Mais elle a dit les faits. Voilà. Ça n'a rien à voir du coup. À la technique, on retrouve au son notre Mascas Yanis et à la vidéo notre Lekitu Lucas. Et Simon, notre Kamek, n'est pas là malheureusement ce soir, donc on lui fait un gros bisou. Pour nos débats de la semaine, 3 films seront au programme. Super Mario Galaxy, le film de Aaron Horvat et Michael Jelenic, évidemment. The Drama de Christopher Borgli et Silent Friend de Hideko Enyedi. On classera ensuite les sorties de la semaine avec les tops avant de faire une petite carte blanche sur les films jeunesse et un quiz animé par Bowser, car oui, on peut aimer conquérir des royaumes dans les flammes et les soirées-jeux. Avant de livrer quelques recos finales, allez, on plonge dans le jus de cette spéciale Mario, avec pour commencer les actualités cinéma du Royaume Champignon délivrées par notre cher Bordeaux, sans ma moustache parce que ça ne tient plus. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. On ouvre ce mercato avec une preuve de l'alchimie duale de nos chroniqueurs. Chez TCS, nous sommes une famille. Et une famille, c'est composé de plein d'éléments et de personnalités différentes. Alors, pour vous le montrer, je vous propose une plongée dans les coulisses de l'émission à travers notre serveur Discord. Dans le channel destiné aux news, afin que tous participent au suivi de l'actualité, nous pouvons assister à la dualité de nos chroniqueurs. D'un côté, Lucas nous informe que le prochain film Pas de patrouille de Dino Movie ne sera malheureusement pas diffusé au Festival de Cannes. Bouh, le public eut cette décision. J'en suis personnellement affectée. Et de l'autre, Hugo qui vraiment, à la suite, nous informe qu'une série télévisée sur Jeffrey Epstein est en préparation chez Sony. Preuve en images,
Pardon à ceux qui nous écoutent sans nous regarder. Pas de patrouille, c'est plus important. Timing questionnable ou stratagème diabolique visant à court-circuiter notre esprit pour nous mettant dans l'impossibilité de réagir convenablement. Le mystère reste entier. Toujours est-il qu'une série sur Epstein est bien en préparation chez Sony. Laura Dern est pressentie pour jouer la journaliste Jackie Brown, enquêtant sur les crimes du pédocriminel, et Adam McKay serait à la production. La série serait fondée sur le livre Perversion of Justice de Jeffrey Epstein's Story de Julie K. Brown elle-même, qui sera aux côtés des producteurs par ailleurs. Pas de date de sortie pour le moment, pardon. Alerte fake news, il faut rétablir la vérité. En effet, mon cher Hugo, il semblerait que même quand Maxime annonce des infos vraies, elles se retournent contre lui quelques jours après. La semaine dernière, il nous avait affirmé que Ryan Gosling avait rejoint le casting du prochain film des Daniels, les réalisateurs du très bon Everything Everywhere All at Once. Il n'a pas fallu 3 jours pour que Gosling annonce se retirer du projet. Bon, rien de suspect en réalité, simplement un problème de concordance entre les plannings des réals et de l'acteur. Il semblerait que nous soyons simplement face à une news annoncée avant même que le deal fût vraiment validé. Un peu gênant, mais ces choses arrivent. À l'avenir, Maxime, je pense qu'il faudrait que tu te fasses devin pour être sûr que tes infos ne se transforment pas en fake news. Sur un autre ton, nous avons des nouvelles du prochain film de Bong Joon-ho, qui sera bel et bien un film d'animation. Inspiré du livre Abyss de la militante écologiste française Claire Nouvien, le film a pour titre Ali, et sa sortie est prévue en 2027. Mais en attendant, nous avons des premières images. Pour nos auditeurs, car nous sommes avant tout une radio, l'image met au centre ce qui semble être un poisson bleu en 3D avec des tentacules sur le haut du crâne en guise de cheveux, enfin je crois. Design 3D assez classique à vrai dire, un peu Disney mais pas vraiment, un peu Pixar mais pas vraiment, un tout petit peu Illumination mais pas vraiment. Enfin bref, Bong Joon-ho s'autorise un certain style d'animation en 3D mais sans prendre le risque créatif de la 2D, alors même qu'elle revient en force, en témoignent des films récompensés tels que Mitchell contre les machines, Flo, Amélie et la métaphysique des tubes et évidemment Arco. On termine ce mercato avec un rapide détour du côté de A24, alors que nous attendons tous avec impatience la sortie du film Backroom de Kane Parsons, produit par A24. Non, ça n'a rien à voir avec le film dont je vais vous parler, mais j'avais juste très envie de dire que j'avais hâte. L'actrice et réalisatrice Olivia Wilde revient avec un nouveau long métrage produit par le fameux studio. The Invite, remake du film espagnol sentimental de Seth Gay, met en scène un couple d'hôtes recevant leur couple de voisins pour dîner. Alors que la soirée bat son cours, les langues se délient peu à peu. Le dîner qui s'annonçait paisible se transforme en véritable folie entre révélations inattendues et attirance physique. Après Booksmart et Don't Worry Darling, Wilde continue avec les comédies noires et s'offre un casting 5 étoiles. Seth Rogen et elle-même seront le couple d'hôtes et Penelope Cruz et Edward Norton occuperont le rôle des mystérieux voisins. Déjà très applaudi par la critique américaine, il sortira dans nos salles françaises le 16 septembre 2026. Que pensez-vous de ce mercato ? Moi, j'attends le prochain Bong Joon-ho. Ouais, moi Voilà. aussi. Mais ça vous perturbe pas qu'il ait fait le choix de la 3D ? Non. Non. Enfin, pas en plus fait, que ça. je m'en fous. Moi, j'attends de voir le résultat final. Là, j'ai pas envie de critiquer le choix sur le choix, en fait. Moi, j'ai jamais été déçu par Bong Joon-ho, donc je lui fais confiance. Moi, j'étais un peu déçu par Surtout qu'il Mickey n'y a 17. qu'une image pour l'instant, donc Oui. à voir comment se profile le projet au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, savoir que Bong Joon-ho va faire de l'animation, ça fait trop plaisir. Après, c'est une prod américaine ou coréenne ? On sait ça ou pas ? Bonne ça, question. J'ai pas regardé, j'avoue. Parce que sa dernière prod américaine était vraiment pas terrible. Enfin, moi, j'étais plutôt déçu de Mickey 17. Ah non, moi j'avais bien aimé. Moi, j'avais bien Je trouvais aimé que par aussi. rapport à un Parasite, c'est beaucoup moins Oui, acerbe et bien j'étais un sûr. peu déçu. Du coup, c'est une prod coréenne. Tous ces films coréens sont bien meilleurs. Snowpiercer étant aussi une prod coréenne, d'ailleurs, faut le préciser. Mais j'ai jamais été déçu. Et quand il est passé aux États-Unis, je trouvais que c'était un petit peu calmé. Donc, j'espère que ce sera plus dans la veine de ces prods coréennes, quoi. Moi, Après, il aurait pu faire la Patrouille 4. Oui, franchement, il aurait pu faire de D'ailleurs, on Dino rappelle Movie. que la sélection de Cannes est annoncée demain à 11h. Restez connectés. Mais Oui. ils ont quand même annoncé qu'il n'y aurait pas la Patrouille, ce qui est scandaleux. Oui, scandaleux. Ils ont préféré prendre Il John y aura Travolta. peut-être la série Epstein. Ah oui. Pas sûr. Oui, mais qu'est-ce que pas sûr. tu Il y aura préfères peut-être Jeffrey Qu'est-ce que tu Epstein. préfères finalement Epstein Oula. dans la patte patrouille. Epstein. Ah intéressant comme projet. Eh bien, on va suivre tout ça de très près. Oh waouh, pardon, ça m'a juste pété les oreilles. Ça sent le roussi dans les coulisses du biopic de la star de la pop. Si vous avez été dans une salle de cinéma dernièrement, il n'est pas impossible que vous ayez vu la bande-annonce du prochain biopic d'Antoine Fuqua, Michael. Annoncé depuis quelques années maintenant, le biopic sur le roi de la pop a connu et continue de connaître nombreux rebondissements. C'est une tâche bien périlleuse que de s'attaquer à l'icône que fut Michael Jackson, dont la vie et la carrière sont difficiles à résumer tant elles furent chaotiques et uniques, c'est le moins qu'on puisse dire. Le film devait être à l'origine
Le film devait sortir à l'origine en avril 2025 avant d'être repoussé à octobre de la même année, puis au 22 avril 2026 en France. Cet enchaînement d'ajournement de l'échéance s'explique par une petite erreur juridique de la part du Jackson Estate qui fait figure de producteur ici. Et oui, figurez-vous que quand on produit un film à 150 millions de dollars de budget, lire les petites lignes des contrats, c'est plutôt une bonne idée. Le Jackson Estate s'est rendu compte un peu tard avoir oublié une clause dans l'accord à l'amiable avec Jordan Chandler, l'enfant victime dans l'affaire Chandler de 1993 accusant MJ d'abus sexuels sur mineurs, qui stipule l'interdiction de toute représentation de l'affaire à moins d'un accord exceptionnel. Accord exceptionnel qu'ils n'ont pas obtenu depuis la disparition de Jordan Chandler de la vie publique. Et c'est bien dommage parce que le film avait prévu de s'attaquer à ces polémiques et accusations dans le 3e acte du film. 3e acte qui avait été filmé et qui a dû être supprimé et refilmé à cause de cette clause non respectée. 22 jours de tournage nécessaires qui a coûté à la production entre 10 et 15 millions de dollars en plus. Alors Michael semble s'accorder à la ligne éditoriale de Rhapsody et d'Elvis dans le genre lissage de la vie des stars. L'impasse sur cet épisode de la vie de MJ risque de sonner comme de la lâcheté, même s'il s'agit avant tout en fait d'une considération légale. Chers collègues, qu'en pensez-vous ? Oh, je vais rater en plus. Non, juste, ça va être un biopic encore hyper classique, du coup comme les autres que t'as cités avant. Déjà. Enfin, Elvis, il n'était pas hyper classique. Non, moi j'ai adoré Elvis, mais bon. J'avais aimé, mais Bohemian Rhapsody était quand même. Oui. Déjà sur l'affiche, ils te disent, regardez, c'est par le producteur de Bohemian Rhapsody. Ah ouais, c'est vrai que ça donne envie de le voir. Tiens. Ça va donner envie à beaucoup de gens de le voir vu qu'il a quasi tapé le milliard. Bohemian Rhapsody. Ouais. Mais puis là c'est Michael. Mais ce que je trouve intéressant, c'est effectivement le fait que c'est juste une erreur légale. Oui. Et faut quand même comprendre que c'est pas la production du film qui n'a pas voulu parler de cet épisode. C'est parce que pendant l'accord à l'amiable passé légalement avec la famille de la victime, ils ont interdit le fait de parler de cette affaire sans l'accord de la victime. Et la victime n'a pas donné son accord parce qu'elle a disparu de la vie publique. Donc c'est pas une faute de la production. Mais je trouve ça fou qu'ils aient quand même pris le risque de l'évoquer. Parce que quand les bandes annonces sont sorties, tout le monde s'est dit non mais ils vont pas en parler, c'est la famille derrière, ils vont faire le truc plus classique. Ils étaient prêts à le faire. Je trouve ça dingue. Je trouve ça fou que ce soit la raison. Après il y a eu tellement d'autres problèmes sur la production de Michael. Je veux dire, à un moment il devait le faire en 2 parties. Jusqu'à ce qu'ils sortent la bande annonce, on ne savait toujours pas si le film était en 2 parties ou pas. Alors apparemment de ce qui sort maintenant aussi, c'est que 30% des images du film qui ont été coupées là peuvent servir sur un 2e film. Ils ont de quoi. C'est ça. En fait ils ont coupé tellement de trucs qu'ils ont de quoi faire. Oui, mais c'est ça. La production elle a été complètement chaotique. Parce que le film ne va pas traiter sa mort. Pour avoir lu l'article, j'ai vu que du coup le film coûtait 150 millions à la base, qu'ils ont rajouté genre 15 millions à peu près. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Et genre c'est affreux, je trouve, de mettre autant dans un biopic, quoi. Oui, mais c'est parce qu'ils savent que Michael Jackson c'est une des icônes les plus populaires de l'histoire de la musique. Ils pensent, je sais qu'ils pensent qu'ils vont faire le milliard, tu vois. Donc pour eux ça va être renta. C'est quoi, c'est du coup 175 millions. Donc si ça te rapporte un milliard après, ça sera difficilement, ça sera plus difficilement rentable quand même. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit c'est étonnant parce que c'est la famille. Enfin, faut pas oublier que celui qui joue Michael Jackson, c'est le neveu. C'est son neveu, bien sûr. Que Janet Jackson avait pas hésité. Pardon, c'était pas Janet Jackson, c'était. Elle n'est pas dans le film. Non. Ça a été confirmé il y a peu. Non, je sais, mais à l'époque où les accusations sur Michael Jackson étaient sorties, sa sœur avait pris position en disant j'aime mon frère, mais je veux pas défendre les actes qu'il a pu commettre. Donc c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant que la famille ait estimé que c'était possible de garder l'influence du chanteur, mais d'allier aussi les fautes. Ça reste un humain, quoi. Donc il a fauté terriblement. Mais je trouve ça intéressant, contrairement à... Même si j'avais beaucoup aimé Elvis, ils avaient fait l'impasse sur ça. Bohemian Rhapsody aussi. Et je trouve ça intéressant que le biopic ait voulu montrer qu'on pouvait faire les deux, quoi. De toute façon, ce sera moins bien que Rocketman et Better Man. Donc, Oui, c'est bon, on a compris que t'aimes bien les singes. J'adore les singes. Mais je suis d'accord avec Lucas. Merci. Bon, eh bien, on verra ce que ça donne. On termine cette page de news avec une nouvelle tentative de deal entre les scénaristes et les studios américains. Scénariste au rapport, chef, oui chef. La Writer Guild of America West a annoncé samedi dernier sur son site un avancement vers un nouveau deal avec les studios hollywoodiens. Tout le monde se rappelle la grève estivale de 2023 perpétrée par les scénaristes américains pour lutter contre l'arrivée de l'IA dans le secteur et pour protéger leurs droits et leur travail. Alors que le contrat auquel ils étaient parvenus en 2023 s'apprête à expirer le 1er mai,
En moins d'un mois, la guilde et l'AMTPT, donc l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, sont parvenus à un consensus autour de la prochaine tentative d'accord entre les scénaristes et les studios hollywoodiens pour 2026. Ce deal sur 4 ans devrait leur garantir un plan de protection sociale et de santé viable sur le long terme grâce à une augmentation de la cotisation patronale et une relance des plafonds de cotisation santé. Il devrait aussi assurer une aide liée au travail non rémunéré. Et alors, il est important de noter qu'aux États-Unis, en l'absence d'un système de sécurité sociale comme chez nous, supervisé par l'État, le health plan est assuré généralement par l'entreprise. L'employeur paye une partie, voire la totalité de la mutuelle auprès d'une assurance privée. Cela fait partie des contrats de travail et ça représente un réel enjeu pour les travailleurs américains. C'est donc une avancée très importante pour les scénaristes qui voient le coût de la santé augmenter. Si la WGA reste assez évasive sur les réels enjeux de ce contrat, les membres de la guilde se disent soulagés que cet accord soit arrivé si tôt et si vite. Les négociations ont évidemment abordé la question de l'IA et des revenus sur le streaming pour les scénaristes, mais rien n'a encore été annoncé publiquement à ce sujet. Rappelons qu'aucun accord n'a été formellement signé, il s'agit là simplement d'une tentative d'accord. Mes chers camarades, qu'est-ce que cette nouvelle vous évoque ? Moi j'aime bien la grève. T'aimes bien quoi ? Quoi ? T'aimes bien quoi ? La grève. Ah, la grève ? Ouais, c'est bien la grève. Ok. Je suis français. Rien à dire ? J'ai rien compris. Moi, quand t'as commencé à poser le mot patronal, moi j'étais perdu. Oh là là, les gars, quand même. Nathalie Arthaud. Tu sais, quand ça devient trop compliqué, moi. Ouais. Non, mais alors. Notre analyste politique. Ouais, mais il connaît que la France. Ouais. Non, mais sérieusement, non, juste pour rajouter 1 ou 2 trucs, c'est exceptionnel que le contrat fasse 4 ans. Normalement, leurs contrats, ils font 3 ans, et donc ça. Les gens pensent que c'est soit une façon de lutter contre l'arrivée de l'IA pour à nouveau ralentir cette arrivée-là et garantir des droits aux scénaristes, et d'autres voient ça d'un œil un peu plus mauvais parce que du coup ça éloigne encore un peu plus la deadline de où ils vont renégocier le contrat. Et donc c'est un peu ambivalent. Tu vois, là j'étais plus concentré, j'ai plus compris. Ça fait hyper plaisir, merci Lucas. Il n'y a pas de nouvelle clause dans le contrat qui parle d'IA ou un truc comme ça. Ils n'ont pas renégocié des trucs. Probablement que si, c'est juste qu'ils en ont pas encore parlé publiquement. Par contre, on sait que ça a été abordé. Elle n'est pas complètement interdite, je crois, dans le précédent contrat. En gros, ils disent que genre le studio ne peut pas forcer un scénariste à utiliser l'IA, mais qu'ils peuvent l'utiliser s'ils le souhaitent. Ouais, je crois que là, je crois que ça va être renégocié ça aussi. Okay. Enfin, de toute façon, moi j'accuse Ant-Man 3 d'avoir utilisé l'IA, de toute façon. Après, est-ce qu'il faut encore, c'est un autre sujet complètement, mais est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA, sachant qu'actuellement l'IA est en train de se casser la gueule ? Bah bien sûr que oui. Oui, c'est Sora qui est en train de se péter la gueule. C'est Sora qui s'est pété la gueule parce que ça ne. Et ChatGPT va peut-être tomber dans la lancée aussi. Non, c'est pas sûr. D'autres. Il y a plein d'utilisateurs, il y a plein d'applications. Sora, c'est juste le truc qui fait des vidéos, c'est un peu spécifique, mais il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT pour autre chose, donc je pense que ça n'est pas prêt de sauter. Et puis en plus de ça, d'autres IA qui montent en flèche, il y en a énormément. Et puis s'il y en a une qui disparaît, il y en aura une autre qui va naître. Enfin, c'est comme quand. Sachant que Disney avait dit bon, Sora se pète la gueule, donc on arrête notre partenariat avec eux, mais a priori ils vont développer leur truc maison. Oui, voilà, donc c'est ça. C'est juste ce qui va se passer. C'est Warner qui va développer son truc, Disney qui va développer son truc. C'est ça. Tu coupes une tête, il y en a 9 qui repoussent. Enfin, c'est juste, et elles vont être encore plus perfectionnées. Donc oui, il faut continuer à avoir peur de l'IA, je pense. Pourquoi tu dis couper une tête en me regardant Parce que je te parle. C'est tout. T'aimes pas ma protubérance ? Ouais, t'inquiète. Bon, et écoutez, on va suivre tout ça de très près. Merci Naomi pour ces news. C'est désormais l'heure d'ouvrir les débats de la semaine. Pour rappel, nous débattrons de 3 films ce soir, The Drama, Silent Friend et Super Mario Galaxy le film. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui ouvre les hostilités, 3 ans après l'immense succès du premier opus qui avait reçu un accueil très chaleureux, au point qu'un gars autour de cette table pense quand même qu'il est meilleur qu'Anatomie d'une chute. Nintendo et le studio français Illumination sont de retour avec la nouvelle adaptation de la cultissime saga Super Mario Bros. Avec Super Mario Galaxy le film, adapta donc logiquement le jeu Super Mario Galaxy, un des plus appréciés des fans, dont moi. Alors, est-ce que le film est à la hauteur du jeu ? On voit ça après ce petit aperçu.
You wanted to see us? Don't move, I'll be right up. Sipping the soup, cleaning the paint, boodle-doo, boodle-doo, and also trim the bonsai bush. Here we go. Hey, Luigi. What's up, Mario? Behold, I made a masterpiece for Princess Peach. What do you think? Love the colors. It's trash. How dare you look at my masterpiece and say that? I'll burn the skin off your bones! Wow. Sorry about that. That's the old Bowser talking. Still working through my demons, I suppose. Anyway, I need my 8 hours or else I really turn into a monster. I'm Bowser Jr., and I'm gonna be taking my father now! Princess Rosalina, you're coming with me! À peine installé au royaume champignon, un mystérieux rappel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et à plonger dans les zones d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros à leur nouvelle constellation d'amis, vous l'avez, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, vous l'avez, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues, et c'était le cas de le dire d'ailleurs. On retrouve en VO l'horrible Chris Pratt en Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek, Benny Safdie, choix étonnant, dans le rôle de Bowser Jr., Brie Larson dans le rôle d'Harmony, Donald Glover dans le rôle de Yoshi, Louis Guzman dans le rôle de Wart, Issa Rae dans le rôle de la Reine des Abeilles et Glenn Powell, le GOAT, dans le rôle de Fox McCloud. En VF, toujours notre casting top tier avec Pierre Tessier en Mario, Audrey Sourdive dans le rôle de la princesse Peach, Benoît Dupac en Luigi, Jérémy Covion en Bowser, Emmanuel Garigeau en Toad, Daniel Regnault en Kamek, Antoine Chomsky en Bowser Jr., Anne-Sophie Nalino en Harmony, Vincent Ropion en Wart, Virginie Eman dans le rôle de la Reine des Abeilles et Julien Alouf, la VF de Glenn Powell, dans le rôle de Fox McCloud. Alors Maxime, toi qui aimes beaucoup trop ces films, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouvel opus ? C'était trop bien. Alors, va falloir qu'on en parle et on va être solidaire avec Lucas sur le fait que le film s'est pris un lynchage tellement pas mérité. Mais attends, parce qu'il faut attendre que Jules et voilà, et Hugo, mais il y a Jules et Hugo là qui n'aiment pas la vie qui vont en parler. Moi j'ai kiffé ma séance de A à Z comme le premier film vraiment. Alors j'ai pas autant chialé parce que vraiment le premier film c'était l'arrivée de Mario au cinéma et c'est la séance de cinéma où j'ai le plus chialé de toutes les séances de cinéma que j'ai pu faire. Mais pour autant, oui j'ai chialé ouais. Non mais y a pas de problème, voilà, je suis un homme sensible et je t'emmerde. Et j'ai rien mérité. Voilà. Exactement. Le film non plus n'a rien mérité, voilà. Et je suis désolé, mais ce film, la seule chose qui mérite vraiment, c'est tout mon amour que les gens de chez Illumination, que les gens de chez Nintendo ont pour cet univers. Et alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que le film a un scénario qui n'a ni queue ni tête, voire même qu'il n'y a pas du tout de scénario. Je suis désolé, quand tu vas quand tu regardes un film Mario, quand tu vas jouer un jeu Mario, c'est pas nécessairement le scénario auquel tu t'attends, parce que le scénario ça fait 40 ans techniquement que c'est quasiment le même, c'est une princesse à sauver ou un monde à sauver, et ça s'arrête juste là, donc en soi c'est simpliste, c'est normal. C'est pas un jeu. On en reparlera pendant la carte blanche. Oui, ok, vas-y, oui, c'est si pas tu un veux. jeu, mais tu veux pas faire un film Mario avec le scénario de Spider-Man. Non, voilà, exactement. Mais je suis complètement d'accord, tu peux pas aller voir un film Mario et t'attendre à un scénario. Du coup, si je peux pas juger le film sur son scénario, est-ce que je dois juger sur son gameplay ? Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas que tu peux pas juger le film en fonction de son scénario. Il dit juste que le scénario d'un Mario, ça va pas être le scénario que t'attends sur un film comme, tiens, je sais que tu vas en parler tout à l'heure, Le Robot Sauvage. Tu vois, quand tu vas voir
Super Mario Galaxy, le film, tu t'attends à l'histoire de Super Mario Galaxy. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse 30... oui, je suis d'accord, on va en parler. Mais tu t'attends pas à 30 retournements de situation, tu t'attends à l'histoire de une histoire de Mario. Ouais, mais moi je m'attendais au moins au premier film. Le premier film, il a pas un scénario qui est bien, enfin qui est pas exceptionnel, je suis d'accord. Mais il a le mérite d'avoir quelques thématiques qui sont alors vraiment semées et qui ne sont jamais vraiment développées, mais il a des thématiques. Il y a tout ce truc autour de la persévérance de Mario qui va de pair avec le fait que c'est un jeu de plateforme. Donc oui, forcément tu es voué à recommencer et à éternellement recommencer. Il y avait le truc sur Luigi qui doit trouver un peu de courage. Il y avait Bowser qui était une métaphore pas subtile et pas très bien écrite de la masculinité toxique, mais c'était pas très bien, mais c'était là. Mario Galaxy, c'est juste j'agite les clés pour te détendre, mais ça ne va pas plus loin. Qu'a appris Mario à la fin de ce film? Qu'a appris Bowser? Bowser, putain, il fait que régresser pendant tout le film. Pendant tout le film, on va te faire croire que Bowser va avoir un arc, et sans aucune raison, il va revenir au point de départ du premier film. Bah c'est logique, parce que Bowser, ça a toujours été un connard, c'est normal. Mais pourquoi? En fait, il n'y a pas d'explication à ce retournement de situation, ce retournement de veste de la part de Bowser. C'est juste... Le scénario s'est dit que c'était mieux si c'était le méchant, donc on va le remettre en méchant. Non, c'est plus c'est le lien avec son fils qui fait le switch. Mais oui, mais il n'est pas développé non plus ce lien avec son fils. T'as toute l'histoire du lien avec son fils qui explique ce switch, qui explique pourquoi il garde ce switch là à la fin. Donc, il préfère se rapprocher de sa famille que de rester avec ceux qu'il avait emprisonnés. Genre, on va spoiler le film. Pas développé. C'est déjà bien spoilé. Et puis, moi j'ai joué, contrairement à Maxime qui n'a probablement pas fait le jeu, qui le déteste, à Mario Galaxy. J'ai joué. J'adore Mario Galaxy, et s'il y a une raison pour laquelle j'attendais Mario Galaxy, parce que j'adore le jeu, c'est que Mario Galaxy, c'est des environnements magnifiques, hyper variés. C'est un jeu constant sur la gravité, sur la caméra, sur la forme des planètes, sur la gueule des mondes que tu vas explorer. Et genre, l'espace dans le film, les galaxies, la gravité, c'est une excuse. C'est pas du tout un ressort de mise en scène, de scénario ou quoi que ce soit. C'est juste une excuse pour voyager d'un monde A à un monde B. Ils auraient pris la voiture pour y aller, c'était pareil. Genre, ils vont sur la planète des dinosaures, il y a des dinosaures. Ils vont sur la planète où c'est un aéroport. C'est pas un aéroport dans le jeu, c'est juste la maison d'harmonie, mais bon, soit. Pas mieux de ma femme. Oui, mais c'est juste dans le jeu, la planète qui est censée servir d'aéroport, c'est juste la baraque à harmonie. C'est tout. C'est deux trucs différents. C'est vraiment deux trucs différents. Là, on t'explique que c'est aussi la maison d'Eluma, mais c'est un peu. La planète aéroport dans le film n'a rien à voir avec la maison d'harmonie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si, mais cette planète est dans le. Oui, mais dans le film, c'est pas la même planète. Ah oui, c'est. Si. Non, je t'assure, j'ai la maison d'harmonie et la planète. C'est pas la même planète. Attention, ne confonds pas l'astronef. Non, mais je te parle du. Attention, Nerding Mario, ne confonds pas l'astronef qui sert de hub à Mario Galaxy et la petite planète où tu poursuis les lapins au début. La petite planète où tu poursuis les lapins, c'est ça qu'ils ont adapté en aéroport que je ne comprends pas. Après, le premier film, c'était déjà ça. Le premier film, c'est Super Mario Bros. Movie, et pourtant, il n'y avait pas que du Mario Bros. Il y avait aussi du Mario Kart, il y avait plein d'autres trucs. Oui, parce que c'est Mario Bros. C'était plus une adaptation de la licence. Là, ils vont chercher Galaxy. Ils savent très bien ce qu'ils vont chercher quand ils vont chercher Galaxy. Bah là, je suis plutôt d'accord avec Maxime. Pour le coup, ça se voit qu'ils piochent un peu partout. Genre, oui, parce qu'ils prennent de Sunshine. C'est le but, bien sûr. Ils prennent un prétexte d'un titre d'un jeu vidéo pour après. Du coup, c'est mensonger. C'est mensonger. C'est pas mensonger, parce que c'était déjà le cas dans le premier film. C'était pas mensonger. Mais moi, c'est assumé au fait. On m'a dit on va faire un film Mario Galaxy, mais faites-le à fond. Le film il est dans l'espace et il joue avec la gravité. On n'a pas dit on va faire un film Mario Galaxy, on a dit on va faire un film qui s'appelle Mario Galaxy. C'est là toute la nuance. Marketing. Pour moi, c'est une forme d'arnaque. Alors, vu que j'ai pas encore pris la parole et que je me dois quand même de prendre la parole, alors moi je vais parler au nom des gens qui n'ont pas joué à Mario et mon enfance était très triste, s'il vous plaît. Un peu de. Yes, nickel. Non, je regrette ce que j'ai dit. Merci de l'enfance que vous m'avez donnée, papa et maman. De rien. Non. Non, par contre, ce que le film dit, moi je trouve que le film il dit plein de trucs très marrants, notamment que c'est pas parce que t'es un méchant qui veut détruire la galaxie que tu peux être un mauvais père. Premièrement, d'accord. Voilà, donc ça, on est quand même on est quand même en train de dire à tous les pères du monde, c'est pas parce que tu fais d'autres trucs à côté que tu peux être un mauvais père. Voilà, donc déjà premièrement, Mario est en train d'expliquer que être un bon père, ça n'a rien à voir avec tes ambitions dans la vie, et ça, c'est beau. Et ensuite, c'est quand même un film qui t'explique que l'univers, le cosmos, a été fondé par deux femmes qui sont sœurs parce qu'elles pouvaient pas être lovers. Voilà, je mourrais sur cette collée. Par deux femmes. Le cosmos, l'univers entier, a été construit par deux femmes et les hommes sont là juste pour le détruire.
C'est aussi un film qui fait dire à un de ses personnages que c'est mieux de rester un gros bébé parce que comme ça t'as pas de problème dans la vie, donc restez un enfant et restez dans vos délires d'enfant et prenez notre nostalgie, ne consommez que ça, ne vous souciez pas du reste. Et ça m'énerve. Je pense que quand tu prends 6 premiers degrés des blagues qui font 15 secondes, c'est grave. Parce que ça je réfléchis, il y a pas. Mais c'est une blague. Mais oui, mais. Enfin, au bout d'un moment, tu es le premier à dire que le film ne va pas chercher très loin. Donc ne va pas chercher très loin quand il y a une blague de 15 secondes. Bah oui, mais Mario. Mais surtout que cette blague, pardon, hein, mais cette blague-là, ils auraient pu la faire dans le premier film aussi. Enfin, parce que, oui, pardon, je préfère préciser. Moi, je n'ai pas du tout aimé le premier film. Voilà, détestez-moi, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai absolument tenu à ce que Naomi aille voir le film avec moi en KDX. Et moi, il m'a amené. Tu as été biaisé par ça. C'est probable. N'empêche que j'ai passé un bon moment en KDX devant ce film. Je trouve que les personnages, ils sont très beaux. Voilà, j'ai besoin de le dire. Harmony est absolument magnifique dans ce film. Et Yoshi, quelle boule. Merci. Mais je sais pas, oui, le scénario était overly simpliste, mais je suis désolée, de la même manière que le premier film. Moi, le premier film, vraiment, le scénario, c'était une... Le premier film est pire, je trouve. Oui, franchement, moi, je préfère le premier film. Parce que le premier film, c'est une ligne droite et ça ne bifurque jamais. Là, au moins, en fait, le truc qui fait que dans celui-là, ça marche mieux, je trouve, c'est qu'effectivement, c'est une ligne droite, mais ils sont pressés par le temps. Dans le premier film, il n'y a pas trop de trucs, on est pressé par le temps parce que Peach, elle se fait capturer à la fin. Ouais. Là, Harmony, elle se fait capturer au début, donc effectivement, ils sont dans l'urgence tout le temps. Moi, ça m'énerve aussi quand on prend un personnage comme Harmony, qui est défini dans les jeux comme un personnage ultra pété, qui a des pouvoirs cosmiques, et qu'on lui donne le rôle... parce que le premier film avait été intelligent de donner le rôle de la victime à Luigi, et que du coup, l'objectif, c'était de sauver Luigi, ce qui est cool. Mais alors pourquoi, du coup, on régresse dans le deuxième film et ça devient juste un personnage de femme à sauver ? Je comprends pas trop. Au fait, je pense que c'est pas le film qui régresse, c'est toi qui es trop exigeant. Non, j'ai le droit d'avoir des exigences. Non, mais quand on a réussi à faire un film émouvant et hyper bien écrit sur des putains de Lego, on peut entendre pareil de Mario en fait. Oui, mais non, parce que Lego... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Mais parce que Lego, ils avaient vraiment un champ libre énorme. Ouais. Mario, comme Karim Debache l'avait dit, genre tout l'univers c'est des idées de gameplay. Comment tu fais marcher ça au cinéma ? Les Lego, tu peux faire tout ce que tu veux. Le principe, c'est l'imagination. Mario, t'as un cadre quand même, tu vois. Oui. Et c'est super compliqué d'en faire un film. Et c'est un cadre qui est posé depuis 40 ans surtout. Ils vont au plus simple. Mais c'est dommage. Et en l'occurrence, c'est ce qui a marché sur le premier. Donc celui-là, en fait, le truc, c'est qu'il pousse tous les potards qui avaient marché dans le premier à fond. Ouais. Que ça marche ou ça marche pas, tu vois. Moi, ça marche pas. Mais c'est ce qu'ils font. Genre, l'animation qui était magnifique, ils la poussent à fond et du coup, t'as encore plus de scènes d'action qui sont super fluides et magnifiques et tout. Le scénario, c'était une ligne droite. Bah, go, on continue à faire une ligne droite. Effectivement, le film, c'est un peu les clés qui bougent. Sauf que le 1, c'était déjà ça. Et quand le 1, c'était ça, les gens étaient contents. Donc je comprends pas pourquoi celui-là se prend tout dans la gueule alors qu'il fait juste ce que faisait le 1 en plus. Moi, je reproche la même chose, il n'y a pas de souci. Si je peux juste dire un truc, oui, c'est que vous démontrez très bien que c'est vraiment un film, je trouve, qui fait vraiment kiffer à mort les aficionados. Genre, oui, pour bien le sûr. coup, c'est vraiment... Genre, pour les gros fans de Mario, moi j'y jouais quand j'étais petit, j'avais pas plus d'amour que ça pour Mario, pour le coup, et juste moi j'ai trouvé, pour le coup, moi je trouvais que c'était un film pour les TikTok kids, genre tout allait à 1000 à l'heure, t'avais même les moments où ça se posait un peu avec une petite blague, t'avais même pas le temps de vraiment te poser, c'était indigeste. Ouais, mais tu vois, c'est ça dans le 1 aussi. Ah oui, et quand le 1 était sorti, le premier, oui, non, mais du coup, je comprends. suis... Mais moi, ce que je comprends pas par rapport au retour sur celui-là, c'est que quand le 1 est sorti, ce truc du scénario simpliste, les gens l'expliquaient et disaient oui, mais c'est normal, c'est Mario. Et maintenant, quand Mario Galaxy fait la même chose, les gens lui reprochent. Parce que je pense aussi que quand le 1 est sorti, il y a eu la surprise de dire merde, ils ont fait un truc qui était proche, parce que il y avait beaucoup d'appréhension à la sortie du premier sur le fait que ça pouvait être genre comme le film des années 90 ou comme Sonic, surtout quand on a lancé Illumination à la barre, ça paraissait surprenant, puis derrière on te dit ça va être Chris Pratt qui fait la voix de Mario, pourquoi ? Et au final ils ont fait un truc proche du jeu mais simpliste, du coup les gens étaient rassurés là-dessus, mais maintenant qu'ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient être proches du jeu, les gens ils attendent plus que ça, ils ont déjà prouvé ça, donc maintenant prouver autre chose. Pardon, vas-y. Non, juste, par contre, je vous rejoins quand même sur l'idée du fait qu'il y a un peu le délire des clés que tu secoues. Et en fait, moi, j'ai un peu peur que ce soit la pente très descendante que soit en train de prendre Illumination, parce que peut-être que vous avez vu le dernier Moi Moche et Méchant. Mais pour moi, c'est pas une pente descendante, c'est ça depuis le début, Illumination. Non, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord. Tous en scène et migration. Non, mais Moi Moche et Méchant 1, quand même, il y a un arc, tu vois. Ouais, et puis... Mais le 2, c'est déjà ça. Et puis, le 2, c'est déjà ça. Non, pas vraiment. Les Mignons 1, c'était... je mourrai sur cette colline, c'est trop bien les Mignons. J'aime bien les Mignons. Ça a l'air d'être juste les clés qui bougent. Oui et non, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'avait vraiment choqué dans le dernier Moi Moche et Méchant. J'avais trouvé ça mais catastrophique parce que là, l'impression de
tu bouges les clés et absence d'histoire totale, vraiment, c'était très présent. Là, je l'ai pas du tout ressenti aussi, même si, oui, il y a le délire des clés qui bougent, je trouve qu'il y a un peu plus à explorer, visuellement parlant, et du coup, ça peut te faire un petit peu oublier qu'effectivement, le scénario, il est aussi classique que le premier, mais pourquoi reprocher au second ce qu'on a reproché ce qu'on reprochait pas au premier. Visuellement, on peut rien lui reprocher. Genre visuellement, il est magnifique. Factuellement, visuellement. Mais c'est un des studios qui fait les meilleures animations actuellement. Mais c'est tellement, en fait, les scènes de combat et d'action sont tellement fluides, chorégraphiées, super bien chorégraphiées. C'est très fort. Mais moi, je trouve que c'est trop riche pour le coup. Je trouve que c'est désagréable tellement il y a de choses tout le temps à l'écran. Mais moi, j'aime bien ce truc-là ils ont un univers qui est ultra riche, mais qui est difficile à de toute façon mettre en scène. Donc, ils mettent plein de trucs partout. Genre, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Après, j'ai 6 ans d'âge mental. Après, je pense que tout ça, c'est des questions qui vont nous servir pour la carte blanche, parce que là, c'est un sujet. Tu mourras sur la colline. Je mourrai sur cette colline. Oui, j'adore cette expression. Moi aussi, j'aime bien maintenant. Écoutez, merci chers chroniqueurs pour ce débat sur Super Mario Galaxy. On vous encourage comme d'hab à vous faire votre propre avis, et si des fans hardcore de Nintendo passent par là et ont envie de m'étriper ou d'étriper Jules pour avoir formulé la moindre critique négative, grandissez, oui, c'est pas la meilleure tenue pour faire passer ce message, mais la même chose qu'on t'avait dit quand t'avais dit que t'attendais Superman, non? Oui, je crois. Mais vu les réactions des fans à toute critique que je vois passer sur les réseaux, j'avais envie d'en parler. Quant à nous, on va marquer une première pause dans notre émission, et j'ai une question. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut acheter les meilleurs goodies Mario? Putain. Au Japon? Au supermarché Coco. Ah oui. C'était bien sûr la BO de Mario Kart Wii avec le Supermarché Coco, remixé par VGR. Et quant à nous, on va tranquillement reprendre notre émission avec The Drama, une comédie noire et maritale avec Zendaya et ce GOAT de Robert Pattinson, qui est hyper beau, qui est aussi le meilleur Batman, et que j'ai déjà vu en vrai avec Lucas, qui est encore plus beau que lui. Bref, on s'y plonge tout de suite. Am I sensing some nerves? Little camera shy? Let's do a little warm-up so we're feeling revved up and comfortable for your wedding day, yeah?
All right, let's try it. Let's do a little warm-up. Up on our feet. All right, Charlie, move a little closer to your bride-to-be. There we go. What's your favorite thing about Emma? She's beautiful, funny. This is very serious. And she has the best laugh. Okay, good. Emma. I love that he's caring, understanding, and open-minded. That's good. Okay, so hold on to those thoughts. Don't forget to smile. Okay. Just smile naturally. Yeah, Charlie, just a completely natural smile. Just like how you would smile in life. Remember, you know each other really well. Emma and Charlie. What the fuck was that? Just some drama. We found love that we're gonna have forever. Okay, I think that we'll get there on the day. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Alors ça parle de quoi ? Ça parle d'un couple comblé qui voit son bonheur mis à l'épreuve lorsqu'un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage. Alors c'est du coup avec Zendaya dans le rôle d'Emma Harwood, avec Robert Pattinson dans le rôle de Charlie Thompson, avec Mamoudou Athie dans le rôle de Mike et Anana Haim dans le rôle de Rachel. Lucas, sans spoiler bien sûr, le gros élément qui fait tout le film, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé ? Bon, avant tout, on reprend les choses sérieuses, je remets le chapeau. C'est vrai que pour parler de ce film, c'est parfait. Hein. Donc... en fait, moi j'ai une relation un peu particulière avec ce film parce que. Vous avez baisé. Non, c'est physiquement impossible. Donc, il y a 8 mois à peu près, une version du script a fuité sur Reddit. Et je l'ai lu en me disant, ça doit être une connerie, comme tout ce qui passe sur Reddit. Et puis, les news sont arrivées, la bande-annonce est sortie, et je commençais à me dire, c'est peut-être pas une connerie en fait, c'est peut-être vraiment ça le twist. Et j'avais trouvé ça un peu gaze, le twist qui avait été annoncé. Et ça s'est confirmé quand il a commencé à avoir des polémiques aux États-Unis sur le twist de ce film. Et du coup, j'étais là en mode. Donc vraiment, c'est sur ça qu'ils partent. Et j'étais vraiment pas sûr de l'idée. Et puis j'ai vu le film, et en fait, le leak Reddit n'est que semi-vrai. Et du coup, ça change tout. Parce que, en fait, le film est très bien. Le film a complètement compris comment aborder son sujet et le faire de manière intelligente. C'est un sujet super sensible. Du coup, j'enlève le chapeau. C'est un sujet super sensible. C'est un sujet qui est très difficile à aborder. Il y a des films qui l'ont fait de manière absolument fantastique. Et je pense qu'on pense tous au même autour de la table. On va pas le dire, mais on pense tous au même. Et je m'attendais pas à ce que ça parte là-dessus avant qu'il y ait le leak. Robert Pattinson est incroyable, mais de toute façon à chaque fois qu'il fait un film, Robert Pattinson est incroyable, et je suis surtout très surpris parce que j'aime pas du tout Zendaya, et là je l'ai trouvé exceptionnel. Donc de quoi ? Dis bien. Oui, non, mais Zendaya est exceptionnel, et ça vient d'un gars qui vraiment l'aime pas d'habitude, donc c'est vrai. Et Alana Haim est extraordinaire aussi. Oui. Mais je trouve que Christopher Borgli, il a un travail de l'image, un travail du montage, un travail du son, un travail de la composition des plans qui est vraiment très millimétré et qui marche tellement bien dans un film qui aborde ce sujet-là. Et il a aussi un humour noir que à la base tu te dis, ok, sur ce sujet-là, c'est pas possible cet humour noir. Et en fait, ça fonctionne bien aussi. Donc j'encourage très 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 fort à aller voir The Drama. Maxime, ton avis sur le vomi ? Oui, le vomi, évidemment. Qui revient plusieurs fois dans le film, hein. Je sors pas cette question de nulle part. Alors moi, par contre, je pense que Naomi va être d'accord avec moi. On s'est fait... elle a sorti la phrase à la sortie de la séance, et au fait, je suis d'accord avec elle. J'ai pas trouvé la comédie dans le film. Non. Il y a pas de comédie. Je n'ai pas... Non. Pardon, on n'est pas drôle. Excuse-moi de pas rire sur un sujet comme celui que le film aborde. Mais c'est parce que c'est une forme de comédie très particulière. J'ai envie de le lier à Alter Ego, même si c'est pas exactement le même type de comédie. C'est des situations particulières qui sont amenées d'une manière. C'est en fait une forme de malaise qui est amenée où genre tu peux forcément le prendre qu'avec un rire un petit peu. Un petit peu vraiment, je n'ai jamais ri. Puis il y a pas que ça. Puis il y a des scènes purement comiques qui viennent casser un truc de tension. Je pense à une scène en particulier où le moment est super tendu, et puis il va se passer un truc où tu dis ils sont cons, puis ça reprend, il y a une tension qui s'installe, et puis il se repasse le même truc. Mais alors c'est marrant parce qu'on n'a pas dû avoir les mêmes expériences de salle, et après je te redonne la parole Maxime, pardon, mais nous dans notre salle il n'y a personne qui a jamais ri. Mais vraiment c'est pas une ça rigolait dans ma salle. Ça a bien ri aussi. Nous c'était tous très silencieux et juste vous étiez au Diago quoi. Non, on était au Pâté Odysseum en plus. Ouais, ils sont allés le voir en VF.
Oui. Oui, mais Ah bon, bah oui. ça je... Ah oui, mais il y avait un public de merde, voilà, c'est tout. C'est Bon, déjà ouais, voir le film en fait. Ah, mais bon. Vas-y, Maxime, continue si tu veux. Alors moi j'ai pas détesté le film, mais je suis vraiment un peu resté de côté, notamment parce que je trouvais que le début du film avait tendance à me perdre un peu. La grande annonce est faite, je me dis ça y est, vas-y, ça envoie, c'est maintenant. Et puis passer l'annonce, au bout de 15-20 minutes, je commence à me re-emmerder parce qu'au fait, j'arrive pas à vraiment trouver qu'est-ce qu'il y a de plus à dire. Moi, pour le coup, je sais que là, je vais pas faire des heureux et des contents à côté de moi. Au fait, pour moi, c'est un scénario qui aurait dû être fait en court-métrage, pas en film. Arrête. Voilà, Non, pardon. Mais moi, je trouve que passer ce moment de révélation, au fait, on s'emmerde. J'ai envie de te taper. Non, oui, moi aussi. Oui, mais je sais. Parce que t'as pas compris, en fait. Il y a un propos qui est incroyable et qui surtout change tellement de quand on parle de ce genre de choses. Et moi, je me sens touché par ce propos. Je me sens aussi un peu concerné, mais non. Mais même moi c'est toute la tension qui se construit sur la longueur et... Ouais, mais non, en fait, parce que personnages la et tension, ça va bien 5-10 minutes, mais en fait, quand tu fais 1h10 de film là-dessus, à un moment donné, moi, 45. Ça me fait chier. Ouais, moi, ça me fait chier, quoi. Bah, t'es chiant. Donc, ouais, je suis chiant. Non, mais parce que, en plus, je suis pas d'accord, parce que le film a un vrai rythme. Oui. Il y a pas juste la révélation, et puis après, il se passe plus rien. Il y a une montée graduelle dans le personnage. C'est un effet de timer face à un moment où ça va forcément exploser. C'est ça, c'est jusqu'au moment où ça pète. C'est ça qui est trop bien avec le film, c'est que tu sais pas quand est-ce que ça va péter, tu sens que ça monte. Puis à un moment, tu dis, ah, peut-être ça va pas péter, peut-être ça. Et puis le film joue avec toi là-dessus. Surtout que tu sais que plus ça s'accumule, plus l'explosion va être énorme. Et puis pour dire juste là-dessus aussi, mais genre quand ça pète, moi je trouve que tout ce qu'il y a après, du coup le final, je le trouve extraordinaire. Oui, bien sûr. La séquence finale, elle est trop belle. Parce que ça a été tellement tendu que en fait les personnages sortent de cette situation à nu et ce qui en sort c'est uniquement du premier degré quoi. Ouais. Mais je suis en train de me dire qu'on n'a pas vu le même film. Ça me perturbe énormément. Vas-y, développe alors. Non, alors j'ai eu une relation très bizarre avec ce film aussi. C'est-à-dire que non, j'en fais pas de blague. J'y ai pensé aussi, mais pas de blague. Disons que le film a commencé et le premier truc que je me suis dit, c'est j'aime pas la réalisation. Voilà. Mais ça, c'est vraiment juste du goût personnel. T'as vu d'autres films ou pas de je suis pas sûre. Sick of Myself. Non, j'avais pas vu. Mais donc, c'était une première approche et je suis pas hyper fan de sa manière de réaliser. N'empêche que quand le sujet arrive, là, je m'arrête 2 minutes et je me dis, ok, dans quelle mesure... Je vais essayer de pas spoiler. Dans quelle mesure, nous, notre culture peut nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on a pas le sujet du film. Oui, justement. Mais c'est parce qu'on n'a pas du tout, en réalité, la culture vraiment pour comprendre en profondeur le sujet du film. Et c'est marrant parce que vous parlez de la tension et trucs comme ça. Et en fait, je crois que personnellement, le sujet du film m'a tellement propulsé dans un malaise interne et un questionnement interne que j'ai eu l'impression de flotter au-dessus du film. Alors c'était très agréable aussi, hein. Du coup j'ai passé un très bon moment après, mais de flotter complètement au-dessus, je n'étais pas tout à fait atteinte par la tension, parce qu'en fait j'étais tellement en train de me dire ok, le film il pose toutes les bonnes questions, et je me suis mise à juste réfléchir entièrement aux questions que posait le film, et donc du coup j'étais dans une phase de flottement où je me posais plus de questions à propos de moi, de ce que je ressentais par rapport au film, du fait de... Oui, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation ? Est-ce qu'on peut vraiment lui inculper toutes les questionnements autour de la justice, de la moralité et tout ça ? Et du coup, ça fait que, à mon avis, il peut y avoir 2 expériences du film, c'est-à-dire soit vraiment en plein dedans, dans la tension, dans machin, soit vraiment un espèce de flottement moral qui est aussi très agréable, et où on ressort en se disant ok, soit ce film est un chef-d'œuvre, soit ce film est... on peut encore mieux faire sur la question. Ouais, je trouve que c'est quand même giga positif ce que t'en ressors. Oui, complètement. C'est un film qui t'a beaucoup travaillé et qui t'a marqué, quoi. Moi, personnellement, le sujet, c'est un truc qui m'a fasciné quand j'étais jeune. Mais vraiment, vraiment fasciné. C'est morbide. Oui, je sais. Je sais que c'est morbide. Je sais que c'est morbide, mais c'est un sujet où je me suis vraiment énormément documenté, et c'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Pareil. Et je trouve que c'est pour ça que j'avais de l'appréhension quand j'ai compris que ça allait dans ce sens-là, quand il y a eu les leaks. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas eu la même expérience, parce que moi j'avais pas été spoilée, et peut-être que tu aurais eu la même expérience si tu n'avais pas été spoilée. Encore une fois, ce qui se passe dans le film n'est pas vraiment ce qu'ils disent dans les leaks, et la différence est énorme. Oui, elle est énorme. Vraiment énorme. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment... Enfin, contrairement à ce que toi t'as dit, moi le film il m'a eu
dès qu'il l'a dit ce qui se passait et dès qu'on a compris où le personnage de Zendaya allait et dès qu'on nous montre comment elle y est allée, puis comment elle en est sortie, puis les conséquences que ça a encore sur elle aujourd'hui, je trouve que utiliser ce sujet-là comme ça, c'est incroyable. Puis le fait que genre de l'humaniser à fond en montrant que bien sûr. Et c'était vraiment le risque ça, pour le coup. Ouais, elle a fait ça, mais en fait genre il y avait un contexte qui a tiré carrément vers ça en fait. Oui, puis surtout le plus important, c'est la différence du coup avec les leaks. C'est ça le plus important, c'est que certes elle a eu envie de faire ça, mais ça n'a pas eu lieu. Oui, tu vois. Puis et ça apporte un questionnement supplémentaire dans le film en plus. Mais ça apporte absolument toutes les questions qu'il faut se poser, surtout. J'ai pas envie de dire surtout aujourd'hui parce que c'est toujours été des questionnements qu'il fallait se poser, mais ouais, en fait, vu que moi aussi j'ai eu un rapport avec ce sujet-là un peu deep et vraiment, un peu jeune, je me suis plongée dans cette question-là. Il a fallu que je passe par la première étape de oh waouh, il parle vraiment de ce sujet, je m'y attendais pas du tout et tout ça et machin. Et après, voilà, c'est un film qui, disons, te pose les bonnes questions et il faut se les poser à soi aussi. Voilà. Mais c'est clair que oui, ça change toute une expérience parce que moi qui, dans un concours de circonstances un peu bête, me suis un peu fait spoiler aussi. J'étais prêt mentalement à la révélation avant qu'elle arrive. Donc quand c'est arrivé, en fait, j'ai été plus pris par comment s'est construite cette tension et comment le couple a fait face à toute cette révélation que la révélation elle-même qui m'a pas fait un si gros impact étant donné que j'étais déjà en conscience de ce qui allait être dit. Après, je pense qu'au-delà de la révélation, le vrai sujet du film aussi, c'est la perception qu'on a des gens sur en fait, comment on les juge sur leur passé, alors que peut-être ça ne les définit plus du tout, par exemple, et tout. Et en fait, il y a un vrai sujet là-dessus, au-delà de ça, même sur qui ne concerne pas juste le twist en fait du film il y a aussi sur les autres personnages, le personnage de Alan Haim qui se fait juger là-dessus aussi. Et puis ça dépasse même le film parce que le personnage de Alan Haim sur les réseaux sociaux en ce moment c'est devenu une blague parce que les gens la détestent. Et puis alors il y a l'arc de la DJ aussi qui est super intéressant de ce côté-là. Mais c'est là où en fait vraiment la question de quel point de vue culturel tu regardes ça est intéressant parce que de notre point de vue culturel de français où là je spoil rien mais on n'a pas la peine de mort, on n'a pas l'emprisonnement à perpétuité. On pense réellement, on croit en pas la rédemption, mais à l'idée que les gens peuvent se reconstruire. La réinsertion. Et la réinsertion, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur le film et sur les personnages, parce qu'en Amérique, il n'y a pas cette idée-là. Donc là aussi, comme le personnage de Robert Pattinson c'est ça. Dans le film. Ouais. Donc culturellement, c'est hyper intéressant de se poser ces questions-là. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite question et après, promis, j'aimerais savoir. Moi, la première réaction que j'ai eue à la nouvelle, c'est rentrer énormément en empathie directement avec le personnage. Et je voulais savoir c'était quel personnage Zendaya. Je voulais savoir si c'était commun ou si vraiment j'étais tout seul à être là en mode... C'est peut-être une question de... Parce que moi, c'est Pattinson. Hein. Ah ouais, moi, c'est vraiment, ça a été Zendaya direct. Hein. Après, moi, c'est parce que je suis amoureux de lui aussi. Oui. Ça, c'est... Mais non, moi, j'ai été énormément empathie avec le personnage de Pattinson, mais aussi avec le personnage de Zendaya. C'est là où c'est fort. Les deux, bien sûr. Mais à la première sortie, quand on l'apprend, moi c'est la réaction de Pattinson qui m'a... C'est marrant, moi vraiment directement j'ai été... Zendaya pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi c'est un peu des deux je crois. Pattinson, moi j'ai eu du mal à rentrer en empathie avec lui. Il a vraiment fallu que je me pose très premier degré la question, ok, qu'est-ce que j'aurais fait si moi j'apprenais ça et j'ai été perturbée du fait que je me la sois posée si tard, mais ouais, directement moi j'ai été en empathie avec Zendaya. Ok. Bon, merci chers amis pour vos avis éclairés sur The Drama et j'espère que vous trouvez tous Robert Pattinson hyper beau. Oui. Mais sinon vous sortez, hein, c'est tout. Je suis amoureux. Merci. On va enchaîner avec notre troisième et dernier film de la semaine. On part du côté de la Hongrie avec Silent Friend. What if they observe us the same way we observe them? Was tust du da? Das ist mein Garten. Wissen Sie, die Professoren waren eher entsetzt darüber, dass die Universität dieses Jahr auch Damen die Möglichkeit einer Bewerbung einräumt. Ja, das war für mich auch recht offensichtlich. What would you do if you want to connect with a being but have no common language? What I want to test is not so complex. Was für ein Experiment planst du denn?
Ich will rausfinden, was Pflanzen wahrnehmen. You know, when I see a botanical garden, I see a bunch of lonely souls. Du findest mich nicht attraktiv. Hat dich das nie gestört? Sie sind hier. Direkt zwischen uns. Beobachten uns und denken alle möglichen Dinge über uns. Das stimmt. Dans un jardin botanique, un arbre veille et observe, témoin patient des siècles. En 1908, il suit Goethe, qui lutte pour exister dans un milieu qu'il ignore. Dans les années 70, il voit Heinz s'élever à l'amour et au monde des plantes. Aujourd'hui, le vieil arbre parle avec Tony dans son langage secret. Autour de lui, certains se cherchent, d'autres se rencontrent. Lui demeure ami silencieux dans un temps plus vaste que le leur. Au casting, on a Tony Leung-Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler et Sylvester Groth. Est-ce que peut-être Jules, tu peux me dire ce que tu en as pensé? Et bah alors ce film, j'aurais adoré l'aimer parce que j'aurais tellement aimé avoir une connexion aussi profonde que les personnages ont dans le film, surtout que je trouve le sujet absolument passionnant de ce rapport au végétal, entre les hommes et le végétal. Mais moi, voilà, ce qui m'a bloqué, en fait, c'est le format que le film a, parce que il y a 3 histoires qui sont vraiment passionnantes, mais qui, imbriquées entre elles, dans un seul film, en fait, je trouve, elles se heurtent à une sorte de problème de rythme, parce que à partir de là, on passe d'une histoire à l'autre, à certains moments trop vite, à un autre moment, on reste trop longtemps sur une même histoire, et du coup, on se détache des autres. Enfin, moi, il y a eu vraiment ce problème de... J'ai pas réussi, avec le jonglage que le film a voulu faire entre ces différentes histoires. Et du coup, je trouve qu'on a perdu, il y a eu une perte à tout rassembler, et je pense, j'ai vraiment eu cette sensation en voyant le film que faire 3 films différents aurait été fantastique, genre une sorte de trilogie sur ce thème, et ça aurait permis aussi de bien plus développer les histoires, parce que moi j'ai eu aussi un peu cette frustration à la fin que certaines histoires allaient pas assez loin, Mais ouais, non, du coup, j'ai un peu ressenti des longueurs, et à d'autres moments, j'étais frustré que ça aille trop vite. Donc, mis à part ça, genre, le film, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Les images entre les époques, parce qu'on passe de 3 époques très différentes, les images, elles sont absolument magnifiques. Tout est très soigné, et les acteurs aussi, de manière générale, sont excellents. Et ouais, c'est juste ce rythme et cette structure qui m'a vraiment... sorti un peu du film. Je rejoins complètement Jules, et je le rejoins d'autant plus qu'en fait on a vu le film en même temps. Je me suis fait ce constat dans la tête. Jules, il sort du film, il dit il aurait fallu 3 films. Je regarde, je dis mais c'est exactement ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit, parce qu'en fait moi j'ai le même problème que Jules aussi. Pareil, je suis complètement décontenancé parce que j'en aurais tellement voulu plus sur les 3 époques que au final on nous stoppe net. Et je sais ce que Naomi va dire, et je suis pas d'accord avec son argument. Naomi va dire mais le personnage principal, c'est pas les humains. Tu me spoil pas, s'il te plaît, ce que je vais dire. Hein, voilà. Surtout que tu vas moins bien le dire que moi. Ne pas vous battre sur mon ring, s'il vous plaît. Donc, par contre, je suis complètement d'accord aussi, encore une fois, avec Jules sur notamment la réalisation, et énorme big up à la colorimétrie de l'époque qui se passe pendant les années 70-80, qui est absolument bluffante. J'adore cette teinte ultra orangée que ça donne, jaune orangé. Et puis non, franchement, le film il est doux, il est passionnant, mais faites une trilogie. Non. Je vais pas me contenter de dire que c'est l'arbre qui est le personnage principal, parce que ça c'est absolument évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film s'appelle Silent Friend, c'est évident que le personnage... C'est dans le résumé. Oui, voilà. Ça aurait pu être un mec muet. Non, pas forcément. Non mais Silent Friend, j'ai voulu faire la vanne. Ou alors ils auraient pu le changer et mettre un chroniqueur TCS et l'appeler Simon Friend. Ouais, là, il y a un peu trop. Ouais, c'est vrai. J'ai juste besoin de faire un tout petit peu de contexte. Dans ma famille, le questionnement autour des arbres, il est très très présent. Ma grand-mère, elle travaille sur cette question. Moi, mon sujet de l'ENSAV, c'était autour de la question des arbres. J'avais fait un audio où on était à l'intérieur d'un arbre et on
ou c'était le langage que les arbres avaient entre eux. Bref, c'est des questions que je me pose énormément et j'ai trouvé ce film absolument magistral et vraiment, il parle extrêmement bien de son sujet parce que son sujet, c'est pas les personnages humains, c'est l'arbre. Et je vais reprendre une phrase que Jonathan a dit dans sa critique avec laquelle je suis pas d'accord. Il a dit... comment il l'a dit ? L'arbre est témoin de notre passage. C'est pas ça. Nous sommes témoins du passage de l'arbre. C'est un film qui est profondément anti-anthropocentriste. Et c'est là tout le cœur du truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin, il n'y en aura pas besoin de faire 3 films différents parce qu'en fait, l'histoire de ces personnages, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont apporté à la science de la botanique et ce qu'ils ont apporté à l'étude des arbres. Chaque personnage est défini par une avance dans l'étude de la botanique. Et c'est ça qui est le cœur du film. C'est décentraliser le regard de l'homme pour le recentraliser sur ce qu'on est en train vraiment de regarder, c'est-à-dire un arbre. Je veux plus d'arbres, moi, du coup. Je veux plus d'arbres sur 3 films. Mais non. Surtout qu'on est centré sur l'homme constamment. Mais pas du tout. On est centré sur ce que l'homme fait pour comprendre l'arbre. La personnage féminine, pardon, et après je sais qu'on est sur un timing. Personnage féminine, ça va être la photographie en botanique. Et le personnage des années 70, ça va être l'étude des comportements de la plante. Et le dernier personnage, ça va être le langage des arbres. Les personnages humains sont seulement là pour servir d'outil à l'arbre. Bah Lucas, toi c'est carrément ton genre de film, est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ce que t'en as pensé ? Ouais, il y a eu Léa Seydoux, j'ai bien aimé. Non, en vrai, je crois que t'as un peu aimé et tu t'y attendais pas. Oui, j'ai bien un peu. Bah en fait, quand tu m'as dit un film hongrois de 2h30 sur un arbre, je me suis dit Jonathan et Naomi vont adorer, mais moi j'ai pas la force mentale. Et non, en fait, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça apaisant. Mais après, vous avez dit beaucoup de choses. Donc on va rester là-dessus. Et bien écoutez, nos débats de la semaine sont désormais achevés. Et si vous les avez ratés, pas de soucis, les tops sont là pour résumer nos avis en un seul classement. Il est tombé. Comme chaque semaine, chaque chroniqueur nous donnera son top 1 et on finira par le top de l'équipe de TCS. Jules, quel est ton top 1 I Swear. Lucas, ton top 1 Pareil. Naomi. Silent Friend. Et Maxime. Ça se voit. Non, si, vas-y. Ça se voit que mon costume c'est à la 2. Non, c'est Super Mario Bros le film. Ah, Super Mario Bros le film. Donc tu continues de le mettre. Super Mario Galaxy le film, pardon. Ouais, c'est bien, j'aurais bien fait t'interrompre. Moi, ça sera The Drama. Et pour le top de l'équipe, on retrouve à la 3ème place I Swear. À la 2ème place, Mario Galaxy à égalité avec Silent Friend. Et à la 1ère place, The Drama avec ce GOAT de Robert Pattinson. Ouais. Ceux qui ont vu I Swear, là, peut-être quelques petits mots. Ah, c'est magnifique, c'est drôle, c'est nécessaire, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. Moi je trouve que c'est la simplicité anglaise dans toute sa splendeur. Il démontre magnifiquement et c'est d'intérêt public. Ceux qui l'ont vu, est-ce qu'on peut le comparer un peu à Ghostlight l'année dernière ou pas ? J'ai pas vu Ghostlight. Je pense que ça va falloir que j'aille le voir alors. Et puis du coup il faut qu'on rattrape un petit peu les petites sorties puisqu'on a un peu une spéciale la semaine dernière. They Will Kill You, qu'est-ce que vous en avez pensé très vite ? Très cool. Série B ultra cool, ultra good vibe. Exactement. L'ultime héritier. L'ultime héritier, c'est rigolo. C'est problématique, je trouve. Sa conclusion est problématique as fuck. Et quelqu'un a un autre film que j'ai pas évoqué. Lupin 3, c'était sympa pour les fans de. Quelqu'un d'autre ? Non. Et bah écoutez, parfait pour tout ça. Alors attendez, parce que. Ah si, j'ai une mauvaise pioche, Gérard Jugnot. Ouais, moi j'en ai un aussi, c'est Un jour avec mon père, qui est un magnifique film sur le Nigeria et le rapport familial. Et du coup, Gérard Jugnot. Bah Gérard Jugnot, c'est un film sur Xavier Dupont de Ligonnès qui finit sur la Zumba, donc. Faites ce que vous voulez de ce que j'ai à dire. Moi je l'ai pas vu, mais je vous enjoins plutôt à redécouvrir Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Maurice sur le même sujet qui est très très drôle. J'ai perdu toutes mes fiches. Ah oui, voilà. News, ok. Débat, ok. Top, ok. Bon, bah on enchaîne tout de suite avec notre carte blanche de la semaine. Ballerina cappuccina. Les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Justement, c'est pour les gosses. Ça devrait demander 2 fois plus de soins. Ouais, robotique, ça y fait stupide. Mamma mia. Chers auditeurs, cette semaine, un débat enflammé les réseaux à propos du film Mario Galaxy. Lorsque certains internautes ont pointé du doigt la simplicité et la fainéantise du scénario, d'autres internautes, dont visiblement certains chroniqueurs de TCS, se croyant plus malins que tout le monde, leur ont répondu pas ce qu'on a dit. Bah c'est un film pour gosses, tu t'attendais à quoi? Alors vu qu'à TCS, on est des experts. Comment c'est rabaisser notre opinion? Juste, j'aimerais, parce qu'en fait... ouais bah vas-y, fini, t'as ton timing. Bon, alors vu qu'à TCS, on est des experts au cinéma, mais aussi de grands enfants, je vous propose de trancher définitivement ce débat. Les films jeunesse doivent-ils rester simplistes? Non.
Non, merci. Alors, mais surtout, commence à rester simpliste. C'est hyper récent qu'ils sont devenus simplistes. Non. Pardon. Il y a toujours eu des films de jeunesse simplistes. Oui, vas-y. Est-ce qu'on s'en rappelle? Oui. Blanche-Neige, c'est pas du tout simple. C'est super simpliste. Mais c'est pas du tout simpliste. Mais bien sûr, mais c'est pas du tout simpliste. Moi, je me rappelle. Mais bien sûr, aujourd'hui c'est très simpliste. On commençait par des bases super simples. Mais alors attendez, il faut juste qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par simpliste. Qu'est-ce qu'on entend par simpliste? Donc on parle du scénario? C'est déjà ce qu'on parle là. On parle du scénario? Par exemple. Ne t'énerve pas, Naomi. Non, ce n'est pas un combat. Mais non, c'est juste que je suis pas du tout d'accord sur le fait que Blanche-Neige est simpliste, parce que oui, certes, l'histoire, déjà, on l'a entendu plein de fois, elle est retransformée selon la vraie histoire. N'empêche que c'est un film qui, et je parle bien parce que tu m'as dit est-ce que tu l'as revu dernièrement, aujourd'hui, c'est un film qui est lent, et ça apprend à l'enfant à attendre et à s'ennuyer. Mais c'est surtout un film dans lequel il se passe pas grand-chose. Mais voilà, exactement. Oui. Et c'est ça qui est hyper important. Donc on parle de quelque chose de simple. Non, on parle pas de quelque chose de simple. On parle de quelque chose d'épuré, si tu veux, mais pas de simple. J'ai l'impression de disons que Simpliste, c'est un film qui refuse de faire des efforts. Il y a une différence Disons que Simpliste, c'est un film qui fait pas tellement d'efforts. Bah, du coup, Blanche-Neige fait des efforts. Mais il y a une différence de génération aussi en termes de rythme pour moi. Aujourd'hui, on va de plus en plus vite, tous les films deviennent de plus en plus rapides. Et ça, c'est pas que un film d'animation. Les films d'époque, ils pouvaient peut-être être simplistes, mais ils étaient à un rythme beaucoup plus soutenu parce que c'était dans la mouvance de l'époque et il n'y avait pas tous ces réseaux où tout doit aller plus vite. Tous ces réseaux, ça sonnait tellement Je vieux. suis un boomer. Ah oui, d'accord. Ok, Pascal Pro. Bon, tu peux parler, toi. Non. Non, alors la vérité, c'est que c'est un sujet à laquelle je réfléchis depuis vraiment un moment, et notamment parce que ma mère, elle fait des histoires pour les enfants et ma grand-mère aussi. Et donc, du coup, c'est des questionnements qu'on se pose. Et le gros problème que j'ai avec les films pour enfants qui sont simplistes, c'est que ça prend les enfants pour des débiles. Parce que oui, voilà, spoiler alert, un enfant ce n'est pas du tout débile et au contraire c'est très intelligent, un enfant ça comprend énormément de choses et c'est pour ça qu'il faut leur dire des choses qui peuvent être dures, qui peuvent être difficiles à entendre parce que comme ça ils apprennent ça d'une manière pédagogique. Et donc, j'adore du coup... le fait que tu me regardes dans les yeux. Non, désolé. Attention, ton cerveau est pourri. Non. Moi, c'est le brain rot. Mais non, pas du tout. C'est juste, vraiment, je te regarde pas. Je me regarde à l'intérieur de ma tête, si tu veux tout savoir. Voilà, bref, trop d'attention. Non, c'est juste, j'en ai marre que les films prennent les gosses pour des débiles. C'est-à-dire que je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ça. Moi, j'ai pas du tout aimé le robot sauvage à cause de ça. Et ouais, je suis désolée. Pour moi, le robot sauvage, ça prend l'enfant pour un débile. Alors que Flo, par exemple, pas du tout. Flo, ça aborde toutes les questions qu'il faut aborder. Donc, la question de la mort, la question de l'abandon, la question du fait de pouvoir se débrouiller tout seul, sans ses parents. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment aborder très tôt avec l'enfant. Parce que c'est un être qui se développe. Et il peut pas se développer si on lui explique pas tout ça, en fait. Mais moi, je suis complètement d'accord. Hein. C'est vraiment une question de dosage, quoi. Il faut pas aller trop dans des choses complexes et tout qui peuvent perdre quelqu'un trop petit. Mais en même temps, c'est vrai que faire juste quelque chose de super simple où il n'y a aucune morale, rien, aucun message, ça n'a zéro intérêt. Et puis, je trouve les films pour enfants, c'est souvent des films d'animation. Et les meilleurs films d'animation, c'est souvent ceux qui jonglent entre un peu de morale, un peu des choses qui touchent à des choses peut-être un peu complexes, mais en même temps qui sont accessibles à tous. Et c'est ce qui fait la force de ces films-là. Oui, parce que... Pardon, et après je vous laisse parler, je suis désolée. Juste, il y a un truc hyper important. Un bon film pour enfants, c'est un film qui parle aussi aux parents. Ouais, voilà. C'est pas juste un film qui parle aux enfants. Et pas aux parents, à notre génération, oui, à tout le monde en fait. À tout le monde. Voilà. Enfin, je pense que parmi les films d'animation mainstream récents qui nous ont beaucoup marqué, il y a eu Chapeauté 2 par exemple qui a été magnifique. Il a été beaucoup notifié parce que il parle en fait à travers de ses angoisses autour de la mort, ce genre de questionnement. Il parlait autant aux gamins qu'aux parents en fait, enfin à tout le monde. La mort c'est un questionnement universel et je pense que c'est aussi là qu'on trouve le meilleur des films d'animation, c'est sur des thématiques qui parlent pas juste aux enfants. C'est le meilleur DreamWorks, le Chapeauté 2, voilà. Mais c'est pour ça que Flo est un aussi bon film. Oui. Flo, c'était absolument incroyable. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'à côté, il y a quand même des films que notre génération peut-être regardait quand on était petit, et on les revoit aujourd'hui, on se dit, mais c'était déjà débile, quoi. Genre, je pense à Madagascar tout de suite. Oui, Madagascar, c'était la spécialité de DreamWorks. Oui,
après, à part du coup Shrek, tu vois. Shrek était très riche, mais le reste. Movie, Madagascar, tu regardes ces films sortis dans les années 2000, enfin, ils étaient vraiment déjà débiles. Oui, tu vois. Même les Disney de l'époque, si tu mets côté Pixar, les Disney de l'époque, c'est La Ferme se rebelle, c'est Chicken Little, c'est Bienvenue chez les Robinson, c'est pas très 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 fin. L'année dernière, je me suis refait la trilogie Arthur et les Minimoys, ça a tellement mal vieilli. Mais ça, c'est encore un autre level. Tu vois, moi par exemple, j'aurais beaucoup aimé, mais ça demande une présence d'esprit que je n'ai pas. Non, et alors, pardon, je suis désolée, je vais faire l'avocat du diable, juste, mais Arthur et les Minimoys a la décence d'aborder la question de c'est un enfant qui se débrouille tout seul, qui doit être hyper présent. Luc Besson, les enfants qui se débrouillent tout seuls, il aime bien. C'est clair. Dans ces films d'animation, même ceux qu'on trouve débiles, il y a toujours des thématiques. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais c'est surtout la manière de le faire. Oui, bien sûr. Madagascar, c'est foncièrement con. Oui, j'aime bien Madagascar. Oui, moi aussi, mais c'est foncièrement con. Qu'est-ce que le 3 raconte, par exemple? C'est ça, mais même pas que le 3. Des fois, ça fait du bien de voir juste des films un peu cons comme ça. Bien sûr, mais il y a des comédies qui sont t'étais premier à dire que ça servait à rien, tu vois. Non, mais pour moi, je t'ai dit, c'est un dosage, donc c'est bien quand même qu'il y ait des films comme ça, mais qu'il y en ait trop, c'est là où ça devient mauvais. Genre, tu dis, c'est bien de voir des trucs cons aussi, mais je prends l'exemple de Shrek. Shrek, c'est super con, mais pourtant, c'est très riche thématiquement. Oui, mais Shrek, c'est l'exemple parfait. Il réussit tout, il parle à tout le monde, c'est... Bien sûr, mais oui, du coup, en fait, c'est bien de parler de DreamWorks quand on parle de ça, parce que DreamWorks, il y a vraiment deux gros trucs très différents dans ce qu'ils font. Mais t'as l'impression qu'un film sur deux, c'est bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont capables capables de te sortir le Chapeauté 2 puis les Trolls 3. Oui, tu vois. Enfin, même il y a eu le Robot Sauvage, puis ils ont enchaîné avec Ruby Lado Kraken, quoi. Bien sûr. Non, oui, bref, oui, mais oui, c'est vrai. Là, en fin d'année, t'as le nouveau film du réalisateur du Chapeauté, qui a l'air du Chapeauté 2, qui a l'air génial. Tu vois. Mais c'était quoi la dernière sortie de DreamWorks? C'était les Bad Guys, mais du coup ça va. Mais c'était très bien les Bad Guys. Kung Fu Panda 4 aussi, tu vois. Oui, tu vois, oui. Alors que Kung Fu Panda, ça partait bien. Oui, Kung Fu Panda, c'était un de leurs meilleurs films, mais. Bien sûr. Et puis, mais plus ça avançait, moins c'est devenu intéressant. Enfin, je pense que comme tu le dis, c'est une question de dosage. Il y a toujours eu des films un peu cons, mais c'est juste qu'aujourd'hui on s'en rend encore plus compte parce que tout va plus vite, parce qu'il y a les TikTok, parce qu'il y a les brain rots. Tung tung tung, c'est bon, le film à bientôt. La suite. Parce que pareil, tu vois, je pense à vous avez probablement tous adoré Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Le monde secret des emojis. Ah oui, non mais c'est Sony Animation. Sony Animation, c'est la même. Ah oui, Sony, oui. C'est affreux. C'est la même. Sony Animation, ils ont aussi. C'était pas eux qui avaient fait. Ou peut-être je confonds, mais qui avaient fait Happy Feet aussi. Enfin, c'est George Miller. Non, c'est Warner. C'est Warner. Mais ils ont fait Sony Animation, ils ont fait Tempête de boulettes géantes. C'était bien Tempête de boulettes géantes. C'était bien. Ça c'est cool. Mais au milieu, débile, ils ont fait le monde secret des emojis. Après, le monde secret des emojis, c'était un peu drôle en vrai. Non, parce que tes standards sont extrêmement bas. Ouais. Regardez à tu vois, c'est George Miller. Même les gros studios, ils arrivent à un moment à faire des trucs comme ça. De toute façon, on a parlé que de gros studios. Ils mettent en parce qu'il y a les petits films, à moins que ce soit vraiment des tout petits films, c'est genre, il y a toujours un film par mois qui sort où c'est un film pour enfants à la con. Je pense à Walter Lapin récemment. Voilà. Je pense à toi, Walter Lapin. Biscuit le chien fantastique. Biscuit le chien fantastique. Ou Croquette le chat fabuleux. Ou alors le film sur le roi David aussi là. Tous les films. Non, du coup, ça n'a rien à voir. Tous les films. J'ai envie de le citer parce qu'il a sorti un film récemment, Gilles Demestre. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes thématiques à chaque fois. De Gilles Demestre. Oh oui, non putain, c'est ce dont je parlais à Naomi, oui, celui qui a fait Mia le lion blanc, le dernier Jaguar. Quel enfer. Qui du coup l'a fait l'enfant du désert. J'ai l'impression que c'est toujours le même film. Arrêtez de lui donner de la thune à ce mec, vraiment arrêtez. Mais surtout arrêtez. Mais ça fait 1 million à chaque fois, donc je pense pas qu'ils vont arrêter. Oui, mais surtout arrêtez d'emmener vos enfants voir des films débiles parce que vos enfants sont pas débiles. Ouais, ils sont juste un peu cons. Non, ils sont pas débiles. On pouvait donner les licences à des gens plus compétents parce que c'est ça qui attire les parents, c'est les licences. C'est pour ça que Mario ça marche. Et on pouvait faire comme ce qu'on a fait pour Spider-Man, où on a appelé Phil Lord et Christopher Miller, qui sont les gens qui ont réussi à faire un scénario putain de touchant avec des Lego et qui derrière ont récidivé avec qui l'ont juste produit puisque c'était un autre réal, mais qui ont fait un super film Batman, qui ont fait un des meilleurs films Batman derrière, alors que c'est un film Lego. Mon Dieu, ouais. J'adore ce film. En fait, c'est juste que le secret, c'est juste de pas donner les films d'animation à des gens qui sont juste avides de pognon et qui veulent tirer le pognon des parents et un peu des enfants, et le donner à des gens qui ont envie de leur raconter des histoires, parce que c'est pas ça qui va manquer. C'est la principale différence entre Vaiana 1 et Vaiana 2. Exactement. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'il faut responsabiliser les spectateurs aussi. Oui, bien sûr. Parce que vraiment. Mais si les parents se renseignent plus, en fait, il y en a beaucoup qui voient le cinéma comme un moyen, ou même les Netflix
une manière de divertir le gamin. Non, mais bien c'est ça, sûr. c'est-à-dire que le gamin, ton gamin, avant d'aller à l'école, il regarde Miraculous. Il y a un film Miraculous qui sort au cinéma, on va l'emmener voir le film. Et là, on devient vraiment les grandes gueules, par contre. Non, mais je suis d'accord. Et puis, les parents. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, le débat, il peut s'étendre bien plus loin. Quand Sesame Street a été inventé, ça a été inventé pour... J'ai fait un film là-dessus. Pardon, hein. Ça a été inventé pour éduquer les enfants. Et je pense que juste tout devrait repartir sur cette base-là, parce que, effectivement, quand l'État ou truc comme ça peut pas donner une éducation vraiment correcte, il faut bien que l'art serve à ça, quoi. Citez-moi maintenant des programmes d'éducatifs de service public, produits par le service public, par exemple. Est-ce que France Télévisions produit animé Brainrot sur YouTube? Non, alors est-ce que France Télé... Mais c'est une question que je me pose. Est-ce que France Télé produit toujours des séries d'animation, ou même tout simplement des programmes jeunesse? Oui, c'est pour sur France TV Slash, ouais. Ah, sur France TV Slash. Franchement, il y a les parents qui savent que ça existe, France TV Slash. Non, mais ça passe aussi sur France 4, des trucs comme ça. Non, mais vraiment, en plus, c'est pas terrible ce qu'ils font maintenant. Ouais, voilà. Alors qu'avant, ils produisaient Monsieur Flap. Ça dépend lesquels, en vrai, mais la plupart, c'est des trucs pour remplir des cases horaires. Ouais, mais bon. Qu'avant, on avait des programmes quand même pour les enfants. Oui, mais soyons honnêtes, même à notre époque, il y avait des trucs de cons. Ouais, bien sûr. Cafards. Non, ça compte non, pas. C'est Marc Dupont-Avis. Marc Dupont-Avis, ça fait que des bangers. L'inspecteur Gadget, c'était gigacon. Non, mais oui, l'inspecteur Gadget, mais toutes les générations ont eu des dessins animés un peu. Oui, c'est clair. Mais le Dinotrain, c'était super. Enfin bref, merci pour ces débats. On va enchaîner avec une partie de Mario Party. Tout de suite, là, en direct. Ah pardon, on me fait signe dans l'oreillette que c'est chiant. Donc finalement, on part sur le quiz de Bowser. The game is on. Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage, y'aura foule. Peach, écoute-moi. Deviens ma reine et je serai ton roi. Peach, 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 Peachounette. Peach, 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 Peachounette. Je t'adore. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On part sur un super quiz. Aujourd'hui, un quiz un peu thématique Mario, vous pensez? Peut-être? Non, je pense pas. Non, je te connais. Non. Je vais être nul. Même s'il y a la musique de Donkey Kong derrière. Donc, quel est le titre? C'est dans le titre, première question. Quel est partir sur un truc très con? Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Merci. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, le quiz. D'accord. C'était The Drama Quiz. Donc vous avez 0 points. Musique de film, dans quelle œuvre entend-on cette musique? C'est un rapport avec un film de la semaine. Die My Love. C'est non. The Batman. C'est non. Mickey 17. C'est non. Est-ce que c'est un rapport avec Robert Pattinson? C'est non. Dream Scenario? C'est non. C'est un rapport avec le film Mario. Et tu es sur la bonne actrice. Merde, le jeu de la dame. C'est non. Split. C'est un film. Non, comment il s'appelle? C'est le film où elle devient un fantôme. La Tinso. Ça fait un point pour Maxime et Hugo. Maxime est chef d'équipe. De l'autre côté, Naomi et Jules. Jules est chef d'équipe, j'ai oublié de le dire. Non, c'est pas juste. On passe à En or en bois, retrouver les vraies informations parmi ces propositions. Judd Law interprétera un vendeur d'aspirateurs en pleine guerre contre un vendeur d'électroménager, joué par Jacob Elordi, dans le film Strive at the Mall de Rupert Wyatt. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. En or. J'ai envie de me dire que tu as inventé ça, mais j'ai aussi envie d'y croire. Bah, c'est toi. Non, j'ai envie d'y croire. Est-ce que vous avez envie de financer ce film? Parce que du coup, je cherche des financiers parce que c'est complètement faux. Mais je trouve que c'est une super idée. Voilà, bah j'avais deviné. Bah, j'ai 10 balles. Ah bah ça fait plaisir. Judd Law dira oui, je pense. Le prochain film Halloween sera réalisé par Paco Plaza, co-réalisateur de Rec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'aimerais tellement. Mais non. Pour moi, c'est en bois. C'est en bois. Et pour vous? On peut tenter comme ça, on aura un point. Hein. Oui. En or. Eh bien, c'est en bois, ça fait un point en plus pour Maxime. Yes. Et Hugo. Et enfin, le prochain, je peux le Wagner Moura. Ouais, je sais plus parler. Wagner Moura va remplacer Oscar Isaac dans le film Flesh of the Dogs, un film de loup-garou réalisé par Panos Cosmatos, avec également Kristen Stewart et Elisabeth Olsen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, c'est en bois. Il aurait fait 3 en bois dans son en or ou en bois. J'ai déjà fait. C'est vrai. J'ai déjà fait ça. Je pense que c'est en bois. Je sais pas comme tu veux, je te laisse dans le truc. En or. En or? Moi, je sais pourquoi c'est en bois. Vas-y, pourquoi c'est en bois? Parce que c'est un film de vampire et pas un film de loup-garou. Ça s'appelle Flesh of the Gods et pas Flesh of the Dogs. Et c'est un film de vampire, effectivement, donc c'est en bois. Ça fait 3 points pour Maxime. Il a juste inversé 2 mots dans un. Qui a dit cette citation? aucun Mario. Qui a dit cette citation?
C'est très dur quand on s'attaque à une œuvre aussi adorée, non seulement par le monde entier, mais aussi par Chloé et moi. Cela vous donne une idée du combat difficile. Sarah Michelle Gellar qui parle effectivement de l'animation de Buffy New Sunnydale par Hulu. Oula. Ça fait 4 points pour Maxime et Hugo. On passe au quiz spécial. Une purge. Oh, 4-0. Spécial. Les champignons au cinéma. Les moustaches au cinéma. Ça peut partir très vite, très vite. On commence. C'est mon moment. On commence par la qui c'est celle-là. Trouver ce personnage, trouver le film. Georges Valentin. Dans quel film est-ce qu'on retrouve Georges Valentin? La classe américaine? C'est non. Le dictateur. C'est non. C'est un film français. OSS 117. C'est non, mais quel bon acteur. La musique Les derrière. rayons et les ombres. Non, c'est un film effectivement avec Jean Dujardin. Ah, The Artist. The Artist, Le effectivement. artiste. Le artiste. Ça fait 5 points pour Maxime et Hugo. On passe à une réplique. Un film, dans quel film peut-on entendre cette réplique? Vous riez deux fois à propos Borat, de Jean dictateur. Attaldré C'est en dans Amérique. Borat. Il l'a eu direct, c'est évident qu'il a L'accent est trop reconnaissable. C'est évident qu'il est claqué Borat. Vous faites un peu laver, les gars. Bah ouais. On passe à Merci les States, retrouver le film caché derrière ce titre américain, French Friend Vacation. Les bronzés. Les bronzés. Les bronzés. Font du ski. bronzés. Non, c'est juste les Ah, le bronzés. bronzé. Les bronzés, ça fait 7 points pour Hugo et Maxime. Je suis désolé, ça va? Bah non. C'est J'ai ça déjà qui nous logué met les en bronzés tête. sur les On Letterboxd. va peut-être vous rattraper. Le jeu des synonymes, je vais vous dire un titre, j'ai remplacé tous les mots de ce titre par des synonymes. La frange du nez. La moustache. La moustache, tout à fait, de Emmanuel Carrière. La frange du nez. Bravo, vous gagnez un point, Jules et Naomi, sur la frange du nez. Yes. Ouais. Sur la moustache. On passe, merci Allociné, je vais vous lire une critique Allociné, vous allez devoir deviner de quel film il vient. Psychologiquement, c'est un désastre. Le personnage principal se montre hautain, méprisant, misogyne, mais entouré d'un harem. La femme chute. doit être obéissante, soumise, mièvre, au risque d'incarner nos défauts convenus. Séduction, jalousie, liste de méchanceté, Schindler. lâcheté. Non. Le méchant n'est qu'un fantoche, à la tête de pirates ivres, stupides, brutaux. Pirates des Caraïbes. Les enfants n'avivent aucune tendresse. Clairement destiné La aux famille petits. pirate, le film, je sais pas. Peter Pan, tout à fait. Waouh. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Oui, bah ça va, t'es pas obligé de compter. Bah je compte. Bah si, c'est le Merci score. à Charlotte28 pour cette critique. On passe à la sacrée film, bon c'est vous qui êtes en tête. Alors on va commencer par vous. Lequel de ces acteurs n'a jamais porté la moustache dans un de ses films? Pas la barbe ou le bouc, la moustache. Ok. Plus 1 point par film cité. Est-ce que Tom Holland a déjà porté la moustache pour un film? Je te fais confiance parce que j'ai vu que très peu de films avec Tom Holland. Non, il a jamais porté la moustache. Il a jamais porté la Non, moustache? non, Il a porté la moustache dans The Love City of Z et Cherry. Ah merde, j'avais Cherry en tête, mais il me semble que Est-ce c'est la barbe. que Dylan O'Brien a déjà porté la moustache? Je vois pas qui c'est. J'ai envie de dire oui. Dans le fond, il va Celui falloir qui joue arrêter de dans, donner la réponse. Oui. Oui? Dans quel film? Je ne sais pas. Eh ben, il a effectivement déjà porté la moustache, donc vous avez 9 points, et c'est dans Saturday Night. Ok. Est-ce que Merci. Zabou Brightman a déjà porté Oui, la dans moustache? Alter Ego. Ça, c'est gratuit. Vous avez 2 points. Zabou Brightman a effectivement porté la moustache dans Alter Ego. Et enfin, est-ce que John Cena a porté la moustache dans un film? Ça m'étonnerait même pas. Moi, oui. Moi, je pense que oui, ouais. Oui. Ouais. Mais par Non. contre, j'ai pas le film. John Mais Cena oui. n'a pas n'a Oh. jamais Ah porté la merde, moustache. ça lui reste bien. C'est vrai que Bah, c'est John, bien. si Tout vous lui va écoute. bien, tout lui va bien. Naomi, Jules, Ouais. est-ce que Ben Affleck a déjà porté la moustache dans un de ses films? Ah oui, c'est sûr. Sachez que j'ai compté, genre, je suis allé voir tous les films. Je suis vraiment allé voir tous les Moi, films. je me dirais sur un oui là. Alors moi je dirais Ben oui, Affleck. mais alors dans quoi? Ben Affleck? Bon, ne cherche pas, il a Ah, jamais il y en a- porté la oh. moustache. Est-ce que Ryan Reynolds a déjà porté la Bah moustache dans un de ses oui. films? Ouais? Ouais, je pense. T'as le film? Deadpool, c'est genre comme ça. Vu qu'il a jamais porté la moustache, t'as pas à chercher. Est-ce que Scarlett Johansson a déjà porté la moustache dans un de ses Oh films? waouh. Non, mais ça va être. ça va être. Non, je pense que c'est vrai, mais je Oui? Non. pas trop. Je suis sûre qu'en vrai elle l'a fait. Est-ce que Zac Efron a déjà porté la moustache dans un de ses films? Oui, Zac Efron, oui. Est-ce que vous avez le film? Non, mais oui. Oui? Il l'a déjà. Il a porté dans The Greatest Beer Run Ever. Vous repartez de cette question avec un 2e point. Non, je pense que Scarlett Johansson a déjà porté la moustache. On passe à la pas tournée. Laquelle de ces moustaches est la plus chère? Oui, on parle bien d'argent. Est-ce que c'est celle de Ryan Gosling dans Blue Valentine? Est-ce que c'est celle de Henry Cavill dans Mission Impossible Fallout? Est-ce que c'est celle de Robert Pattinson dans The Lighthouse? Est-ce que c'est celle de Dominique Mysterio dans WWE Unreal? Ou est-ce que c'est celle de Pierre Ninet dans France? Alors, laquelle de ces moustaches a coûté le plus cher? Alors, j'ai. Ah ouais, mais je vais vous laisser donner votre réponse et après j'ai un cheminement de réflexion. Oh. Bah non, pourquoi?
Parce que vous êtes des copiteurs. Ouais, vous allez me copier ma réponse quand je vais vous expliquer. Déjà, on a 2 points. Moi, je suis très pragmatique. J'irai sur la plus grosse production, Mission Impossible. Non, moi, j'ai envie de dire Mission Impossible parce que la moustache d'Henri Cavill. Tais-toi peut-être. Ah, ok. Et voilà, j'ai été sur la bonne piste. Donc, vous dites. Moi j'irais sur Mission Impossible. Mais je te fais confiance. Allez, okay. Ouais. Et toi du coup Mission Impossible. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Vas-y. Parce que la moustache d'Henri Cavill, elle a coûté hyper cher à Justice League derrière, qui a dû les passer en post-prod. Exactement. Henri Cavill ne pouvait contractuellement pas se raser la moustache pour son tournage de Mission Impossible, sauf qu'il a dû faire les reshoots de Justice League. Résultat, plusieurs millions de dollars ont été dépensés pour l'effacement numérique de la moustache d'Henri Cavill. Oui, j'avais juste envie de mettre Dominique Mysterio d'ailleurs quelque part, parce qu'il a la plus belle moustache du monde. Mais effectivement, c'est toi. T'es tous les deux avec un point. Arrête, tu vas me faire rougir. On passe à la casting. Alors attention, si vous trouvez avec ma première brochette d'acteurs, vous gagnez 4 points. Jusqu'à la dernière où vous gagnez 1 point. Qui a joué Je sais plus parler. C'est terrible, là je bug. Donc, Sami Outalbali, Kadmerad, Philippe Lefebvre. J'ai trouvé le film. Finalement. Star 80. Non. C'est non. Pas de guess de votre côté. Le gigolo, non. Jérôme Commandeur, Sarah Stern, Omar Sy. Les tuches de Olivier Barou. Ça vous rajoute 3 points. Je vais même plus faire l'effort de les compter. Je suis désolé. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? The Nice Guys? Non, c'est... Je vais me détester, parce que je sais exactement ce que c'est. Ah, le Lorax. Yes. Vous êtes mauvais, c'est tout. Allez, autre question de rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette scène? Il y en a deux en même temps. Quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Didier. Non. Tu l'as baisé, la salope. J'ai pas à répondre à ça. T'arriveras jamais à la baiser, Jerry, parce que tu la dégoûtes. C'était toi. Ted. C'est pas Ted. C'est pas merde. The Voices. C'est The Voices de Marjane Satrapi avec Ryan Reynolds qui joue 3 rôles. Et là, ce que vous avez entendu en VF, c'était Jonathan Cohen. Ça me fait un point en plus. Oui, c'est Duel Time. Malheureusement, ça va pas changer grand chose. Je suis désolé. Chut. Mais donc, l'équipe Maxime, tu as le choix entre Moustache animée ou Tonton Adi. Oh waouh. Moustache animée. Moustache animée. Dans lequel de ces films d'animation y a-t-il pas de moustachu? Est-ce que c'est dans Les Indestructibles? Est-ce que c'est dans Lego Batman le film? Est-ce que c'est dans Scooby? Ou est-ce que c'est dans Les Mondes de Ralph? Dans lequel de ces films y a-t-il pas de personnage important avec une moustache? Les Mondes de Ralph, c'est sûr qu'il y a un personnage avec une moustache. Peut-être Lego Batman, il y en a aussi. Les Indestructibles avec une moustache. Je vais partir sur Scooby-Doo. Okay. Même si je suis pas convaincu. Okay. Mais... Il y a Fauril Sami qui a une moustache. Maxime. Sur la photo. Pardon. Pas vu. Jules, tu as donc Tonton Adi. Laquelle de ces anecdotes sur Hitler et son rapport au cinéma est fausse? Est-ce que l'un de ses films préférés était Metropolis du réalisateur juif allemand Fritz Lang? Est-ce qu'après son refus aux Beaux-Arts, il a écrit quelques critiques de films pour une revue culturelle viennoise? Est-ce qu'il se faisait parfois 7 films d'affilée avant et après des congrès importants? Ou est-ce que Star Wars 7 comporte un plan faisant une référence directe à un discours de Hitler? Laquelle de ces anecdotes est fausse? L'un de ses films préférés était Metropolis. Tu sais, un peu en termes de moustache et de cinéma, il y avait mieux, quoi. Il faisait parfois 7 films d'affilée. Et Star Wars 7 comporte un plan qui faisait référence à un discours qui pourrait être la plus crédible. C'est celle qui n'est pas vraie. Hein. Ouais, qui faisait des critiques à Vienne. Bon, Maxime. Oui, c'est pas vrai, je sais. Dans Ralph, on a Monsieur Litwok et Tapper, le propriétaire de la salle d'arcade, je sais plus parler ce soir. Dans Lego Batman, on a Alfred. Alfred. Et donc dans Scooby, on a le méchant culte des fous du volant, Dick Satanas. Mais aucune moustache à signaler dans Les Indestructibles. J'ai pas vu le film Scooby-Doo. Quant à toi, Jules, le plan de Star Wars 7 fait même référence à un plan du film de propagande nazie, Le Triomphe de la Volonté, représentant des soldats écoutant un discours d'Hitler. Il était tellement fan de Fritz Lang qu'il voulait lui confier le poste de chef de l'industrie cinématographique du Reich, alors qu'il était juif. Oui. Et il était un spectateur très passionné, il a notamment regardé 5 films consécutifs le 6 septembre 1936, avant le congrès général du parti nazi, et 7 films à la suite, 19 jours plus tard. Oh yes, pour comment je sais pas si je dois... Il n'a jamais rien écrit. Donc t'es un expert en Hitler. Donc vous voyez les gens qui regardent 3 films par jour. Voilà. Cependant, c'est Maxime et Hugo qui gagnent avec 14 points. Bravo à vous. Je sers la main à Maxime et merci Lucas pour ce quiz. On enchaîne désormais avec les recos d'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Et je suis en train de perdre ma casquette, c'est pas grave. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Jules, quel est ta reco ? Ma reco, c'est la vidéo Fred Again and Thomas Bangalter. C'est une rediffusion d'un concert qu'ils ont fait à Londres. Et c'est tout simplement Fred Again qui ramène l'un des deux Daft Punk sur scène. Daft ou Punk ? Sur scène, et c'est légendaire. Il y a des remixes de fou et c'est juste le combo que personne n'attendait et qui vient tout péter. Lucas ? Alors moi, ce sera la vidéo Les détraqués du collège de Paltais. Paltais, c'est un gars que je suis depuis plusieurs années qui est extrêmement drôle. Et il avait déjà fait les détraqués fans d'animé, les détraqués de Discord. Et cette fois, il s'attaque aux détraqués du collège. Je trouve que non seulement c'est très drôle, mais c'est très relatable. On a à peu près le même âge avec Paltais. Et je trouve qu'il a fait une description absolument réelle et magnifique des détraqués qu'on retrouve dans les collèges. Donc allez voir parce que toute sa chaîne est extrêmement drôle, mais cette vidéo en particulier m'a beaucoup plu. Naomi. Alors moi, je vous propose d'aller écouter le remix de White Feather Hawk Tail Deer Hunter de Lana Del Rey par Danny Crush sur SoundCloud, mais c'est aussi sur Deezer, sur Spotify et grosse vibe Massive Attacks, si vous avez la ref. Bref, j'adore ce remix du dernier son de Lana Del Rey par ailleurs. Maxime, quelle vidéo de Sylvain encore ? Allez, vas-y. Non, c'est pas une vidéo de Sylvain cette fois-ci. C'est un jeu sur Steam qui est sorti il y a quelques jours à peine qui s'appelle Modulus Factory Automation. Alors pour vous donner une idée, c'est Satisfactory mais vu du dessus sans le côté survie et avec des ressources quand tu joues à tes jeux c'est long et avec des ressources en illimité. Le jeu est excellent, il est actuellement en plein développement à droite à gauche et il va régulièrement y avoir du contenu, c'est sûr, et en plus vu qu'il est sorti, il est en promo, il a moins 10%, alors foncez. Et quant à moi, ma reco, ça sera la vidéo Pourquoi Mario Galaxy est le chef-d'œuvre de Nintendo de toujours Thomas. J'ai découvert cette chaîne YouTube à travers cette vidéo, c'est super intéressant. Si vous voulez comprendre pourquoi il faut hater sur le film Mario Galaxy pour ne pas avoir reproduit le jeu, vous allez comprendre en fait que pourquoi ce jeu est génial à travers une rétrospective de toute la saga, pour comprendre ce que chaque épisode a apporté pour que Mario Galaxy soit un jeu parfait en fait. Et ça m'a juste donné envie de relancer le jeu. Malheureusement, mes manettes de Wii ne fonctionnent plus. C'est déjà la fin de cette spéciale Mario, alors merci à mes chroniqueurs Yoshito des Bowser et Birdo alias Jules, Maxime, Lucas et Naomi de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci surtout au Mascas Yanis pour le son, au Lekitu Lucas pour la vidéo et à Kamek Simon pour avoir tout préparé. Merci également à Nintendo de ne pas nous faire de procès, par pitié, j'achèterai 40 Switch 2 pour me faire pardonner d'avoir enfin le copyright. Merci également au site déguise-toi.fr qui a bien fourni une partie des chroniqueurs de l'émission. De rien pour les chiffres d'affaires. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir un format plus classique, ça se passe sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Pour l'actualité des émissions, tout se passera sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission en format vertical. N'hésitez pas également à suivre la Solus de Mario Galaxy, si vous êtes perdu dans le jeu, ça aide. La semaine prochaine, l'animateur sera beau, charismatique, incroyablement brillant, mais surtout stéphanois. Ah, Yanis qui me demande que de me manier. Ouais, c'est encore Bibi qui s'y colle la semaine prochaine, alors j'espère pour vous que vous aimez ma tronche. On parlera de Wedding Nightmare 2, de Romeria, de Carla Simone et du Cri des gardes de Claire Denis. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans 2 jours, j'aurai atteint l'âge de 24 ans. Et ouais, 1 an de plus dans cette existence absolument scandaleuse, ce qui commence à faire réfléchir. Cette semaine, on a parlé jeunesse, enfance et réconfort de la nostalgie facile. Et dans un contexte où le débat public veut exclure les enfants de tout, que ce soit des espaces publics, d'un accès digne à la culture, à l'éducation, à la réflexion, je crois que c'est bien de montrer au monde que rester un enfant, ça peut être cool aussi. Alors oui, allez voir des dessins animés, mettez des costumes débiles, visitez Disneyland comme si vous aviez 4 ans, sautez dans les flaques si ça vous chante, courez à toute vitesse à travers un chemin de campagne. Parfois, ça fait du bien d'être un enfant. Vous savez, j'ai peut-être passé 24 ans, mais au fond de moi, je préfère rester jeune à jamais. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the